Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 27 du Brap Show. On va parler du Supercross de Détroit et du braquage, le hold-up, le vol à main armée. Max Anstie qui s'est fait dérober la victoire qui lui était tant promise. On va également, on va déjà décortiquer cette situation et le drapeau rouge qui a causé à Max de perdre la finale alors qu'il l'avait presque dans la poche. On va parler également, évidemment, de Chase Sexton qui tape la grille, qui tombe et qui finit quand même sur le podium. On va parler du 294e duel entre Cooper Webb et Ken Roczen. Et également Tom Vial, Levi Kitchen, M. Shire et Dylan Ferrandis qu'on a pas mal vu à l'écran pour la première fois de la saison. Donc c'était très cool, on va parler de tout ça. Merci évidemment à MGT Design de nous soutenir depuis le début. Si vous avez des demandes de kit déco 200% perso, vous pouvez les contacter sur Instagram @mgtdesign-mx. Et si jamais vous avez rêvé un jour de faire votre propre tenue de motocross, vous disiez j'ai une idée de design folle et si seulement je pouvais la faire, et bien maintenant vous pouvez également avec MGT Design en les contactant sur Instagram toujours @mgtdesign-racewear. Donc merci évidemment à MGT Design, merci aussi à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux dans la communauté, à nous suivre sur YouTube et sur Instagram, c'est très chouette. Si jamais vous aimez notre contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Tous ceux qui lâchent un petit like, ça fait très plaisir. Et aussi beaucoup ceux qui commentent. On a eu quelques commentaires de personnes qui nous disent qu'ils aiment vraiment notre contenu. Et c'est vrai que nous, on a commencé, on l'a fait pour nous en espérant que ça plaise à quelques personnes. Et le fait de voir que ça plaît à quelques personnes et qu'en plus elles prennent la peine de le dire, ça fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup. Et merci à Mister Brap, bientôt mais pas encore 16 000 abonnés sur TikTok, d'être à mes côtés pour parler de cette course. Cette course que pour la première fois de l'année, on a regardé ensemble. C'est juste. Et donc du coup, ce Max Anstie là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, je le sentais mal pour lui en vrai avec le restart parce que franchement, c'était sûr que là, et je crois que c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans des interviews, je sais pas s'il l'a dit sur le podium ou est-ce qu'il en a parlé, mais il a dit qu'il était déjà, il avait demandé à son team où est-ce que je dois aller dans le sable, inter, exter, sachant qu'il a pris, je crois, l'exter toute la finale. Donc, au final, il est parti dans l'exter, je crois, à ce premier tour, et ce qui a beaucoup fait recoller quand même Kitchen. Et ensuite, en fait, il était dans ce dilemme sans cesse de devoir fermer l'intérieur, mais sans trop savoir à quel virage il doit fermer parce que c'était à peu près tous. Il savait que là, il repartait avec 0 seconde d'avance, peut-être 5 dixièmes d'avance, moins d'une seconde, en tout cas d'avance. Et du coup, en fermant les portes, tu rentres fort dans l'intérieur du virage, tu recoupes les ornières. Tu te mets mal en gros pour l'enchaînement suivant. C'est sûr que c'est pas la meilleure des façons pour virer, enfin du moins pas la meilleure des façons pour aller vite. Et par conséquent, Kitchen qui lui est juste derrière, tu fermes, vas-y ferme. Hop, là sur celui-là, je longe, je prends un max de vitesse. Et par contre, il arrivera un moment, tant que tu fermes, je vais recouper ou il va y avoir une ouverture ou même juste dans l'enchaînement directement parce qu'il aura pris plus de vitesse dans le virage. Donc non, sa position, je la sentais un peu mal. Et ouais, je sais pas, je voyais son regard là avant de repartir. Alors tu le voyais très concentré, mais à la fois aussi, je sais pas, moi, c'est peut-être moi, tu sais, qui avait un a priori sur lui en me disant justement, je le sens mal, genre, tu vois, t'es à sa place, tu te dis, t'as la haine, quoi, t'as grave la haine. Par contre, t'es Kitchen, t'étais à 6 secondes et demie avant ça, tu t'es dit, Chacal, c'est maintenant. Donc, non, c'est franchement, ça fout le seum, mais à la fois, je vois pas comment il aurait pu vraiment faire autrement, quoi. Tu vois, c'est pour le coup, à moins de réussir à vraiment enrhumer les deux autres dès le premier passage dans les whoops et à vraiment mettre presque une seconde entre eux, c'était foutu. Et malheureusement, ouais, il avait cette histoire aussi de la trajectoire dans le sable où sa trajectoire était bonne mais pas la plus rapide. Et au final, son team lui a dit que sa trajectoire était bien et il a préféré rester avec ce qu'il connaissait plutôt que de risquer d'aller tomber dans l'intérieur du sable et où il aurait perdu plus, ce qui en soi était quand même plus judicieux. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'à moins de réussir à tout de suite mettre un écart pour se protéger, c'était pas possible. Mais je voudrais revenir juste avant ça. Déjà, quand il y a le drapeau rouge et qu'il reste 7 secondes sur le chrono et un tour, tu pensais qu'il allait y avoir restart ? Mais moi, la règle, chaque année, ils la remettent sur l'écran et je la retiens jamais. Déjà parce que je suis pas bilingue, donc c'est pas naturel pour moi de comprendre ce qu'il y a d'écrit. Faut que je travaille un petit peu. Et il y a des fois, quand je suis en train de regarder un main event, j'ai pas envie de me faire chier à lire de l'anglais, tu vois. Surtout quand ils regardent en direct à 4h du matin. C'est ça.
Et ouais, et du coup, je sais qu'il y a une histoire de 90%, il me semblait que c'était de la course, mais tu vois, même les 90%, est-ce que c'est les 90% en prenant le tour en plus? Est-ce que c'est 90% du temps réglementaire? Je ne savais pas exactement, donc j'avoue qu'à chaque fois que ça se passe, hormis quand ça se passe au milieu, où je sais très bien qu'ils repartent à la file indienne, en fait, moi, je crois que j'ai jamais vu. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir revu. Parce que sinon, si c'est par exemple dans le premier tour, ils refont un départ en grille. Ouais. Voilà, tu vois, je sais même pas si j'ai déjà revu un départ en grille en fait en championnat AMA. Je suis pas sûr non plus. Donc non, ouais, non, j'avoue que je pensais qu'ils allaient prendre les résultats tels que c'était. Parce que ça, pour le coup, enfin, ça me parle peut-être un peu plus. Je sais pas si on n'a pas déjà vu justement un drapeau rouge sur la fin et que du coup, bah, on garde les classements et je sais pas. C'est Bon, peut-être déjà arrivé. en tout cas, C'est oui, vrai qu'avant, il y avait cette règle du coup des 90% et je pensais qu'elle était toujours applicable au moment où on regardait la course. Et en fait, la règle a été changée. Alors, je ne sais pas si elle a été changée pour cette année ou il y a quelques années, mais je ne crois pas que ça date du moment où les courses sont passées de temps en tour parce que je crois qu'on a eu la règle des 90% qui est restée même un petit moment parce qu'on est passé au temps en 2017. Et à cette époque-là, je suis à peu près sûr que c'était toujours 90%. Et donc, jusque-là, la règle, c'était si on a fait plus de 90% de la course, ben, on garde le résultat qu'il y avait au tour précédent, le drapeau rouge. Et donc là, clairement, il restait 7 secondes et un tour. Alors, je pense que 7 secondes, et même si tu rajoutes, admettons, 1 minute pour le tour supplémentaire, 1 minute 7, à mon avis, ça fait moins de 10% de 16 minutes. Donc, 1 minute et 7 secondes. Donc, je m'attendais vraiment à ce qu'ils arrêtent là. Et en fait, la règle maintenant a été changée si le drapeau rouge intervient avant la fin du temps réglementaire, alors on repart en file indienne et avec donc le classement du tour avant que le drapeau rouge soit sorti. Et quand on fait un restart, c'est minimum pour 3 tours. Donc là, comme il restait 7 secondes et un tour sur le chrono, ils sont partis pour 3 tours. Ouais, tu vois, c'est ça qui est bizarre aussi quand même. C'est étrange parce que du coup, ils leur font faire plus. Donc, ouais, tu vois, là, j'étais en train d'y réfléchir. Je me dis peut-être qu'on on refait un départ comme ça. Par contre, on réduit pas les écarts. Enfin, tu vois, on prend le chrono. On sait qu'il y avait 6 secondes 5 par exemple sur l'avant-dernier passage. Enfin, il se réfère en général au tour précédent. Au tour précédent, il y avait tant d'écart. Et ben, tu repars avec tant d'écart. Donc, il y a un mec avec le chrono qui, hop, boum, tu vas, tu vois, au fur et à mesure. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils prennent une partie de la piste quand même pour faire leur départ en file indienne. Et que si tu fais ça, bah, je pense que le temps que peut-être le 15e y parte, tu as déjà les premiers qui reviennent sur cet endroit de la piste et là, il y a collision. Et encore, la configuration, bah, si, il y avait quand même le virage. Ouais, tu vois, ils prenaient le virage à droite. Quelques lignes, et du coup, si tu revenais de l'arrivée et que tout le monde n'était pas déjà passé, il y avait collision entre ceux qui partent et ceux qui faisaient le virage à gauche après l'arrivée. Donc, ouais, je pense qu'ils n'ont juste pas la place en fait pour pouvoir faire ça. Mais ou ça prendrait plus de temps, mais il les dispose sur la piste et avec un écart, je sais pas, peut-être qu'on convertit en mètres ou encore plus compliqué parce bah, que c'est si sûr, tu commencer sur la crête d'un tri, ouais, voilà, comme ça, un dans l'appel, tu vois, ou non mais un au milieu des whoops, oui, départ arrêté au milieu des whoops. Ouais, voilà, alors vas-y, tu pars en quoi, première, deuxième, troisième, quatrième, qu'est-ce que tu choisis là pour le départ? Non, ouais, je sais pas, j'ai réfléchi parce que c'est vrai que du coup c'est pas très Le vrai problème, je pense, c'est qu'ils n'auraient pas dû relancer un départ à ce stade de la course. En fait, la course était pliée. Ouais, mais tu vois, j'y pense même si c'est au milieu de la course, par exemple. Bah, tu te dis, celui qui a fait le job et qui se retrouve avec 10 secondes d'avance, par exemple, bah, l'air part quand même avec 0. Et donc, c'est quand même pas la même chose. C'est qu'effectivement, si tu te fais prendre dès le premier tour, bah, après, ça peut changer complètement la course. Donc, ouais, je trouve que ça pose quand même une question sur. C'est sûr qu'on ne pourra pas respecter l'égalité des chances à 100% et remettre les choses comme elles étaient. Mais bon, après, il fallait quand même arrêter la course pour intervenir. Je trouve que ce système de repartir à la file indienne, c'est déjà mieux que de refaire un départ en grille. Parce que j'ai déjà vu une course une fois à MXGP où ils avaient fait peut-être plus de 10 minutes de course pour sûr. Et ils étaient proches de 15. Et il y a eu un drapeau rouge. Et du coup, c'était redépart en grille et on repartait pour 30 minutes de tour. Donc là, j'avoue. Là, t'as intérêt de remettre de l'essence dans la moto déjà. Là, j'avoue que j'avais un peu les boules pour qui était premier. Je me souviens plus du tout où est-ce que c'était et qui était en tête, mais je me souviens déjà d'avoir vu ça et je me suis dit que c'était chaud quand même parce que tu faisais une manche de 30 minutes de tour et une autre de 30 minutes de tour et t'en avais déjà fait une de 15 quoi. Donc c'était compliqué. Donc ce système de repartir à la file indienne, il est quand même pas trop mal. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que pour les écarts. Après, je me dis que quand il reste 7 minutes et un tour,
c'est moins grave que quand là il reste 3 tours. En plus, ils ont eu 10 minutes pour se reposer et tu vois le facteur physique un petit peu où tu voyais que Anstie il faiblissait pas et il tenait alors que Kitchen s'était fait distancer un petit peu tout au long de la manche. Bon là Kitchen il a eu le temps de respirer et il est reparti pour 3 tours à fond limite en apnée et si physiquement il était un peu en dessous d'Anstie, au final ça n'a pas impacté la course et ouais c'est vrai que c'est vraiment moche pour Max Anstie quoi ce qui s'est passé. Ouais, purée, il allait faire quand même 2 d'affilée quoi. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que McAdoo l'a fait exprès pour aider son teammate? Est-ce qu'il y en a vraiment qui pensent ça ou... Apparemment, il y a des gens qui ont envoyé ça sur Instagram, que ce soit à Kitchen ou à des gens des médias, des trucs comme ça, quoi. Non, ils sont chauds, les gars. Quand même. le pain qu'il a pris par son guidon, bien sûr que ça l'a mis encore KO 4 jours là. Ouais, il a pris cher. Ouais. Mais je suis Max Anstie, je vais lui faire l'autre joue, moi. Carrément. Non, apparemment, en plus, il s'est excusé. J'ai pas vu où, mais. McAdoo s'est excusé. Ouais, apparemment, apparemment, il s'est excusé auprès de Max Anstie. En gros, qu'il était désolé pour sa course, quoi. Pas que. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès et tout, tu vois, pas comme ça, mais en mode. Je suis désolé que ça t'ait ruiné ta course. Ouais, je crois qu'il lui a adressé un mot quand même. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est très propre, très beau de la part de Cameron, quand même. Un bel être humain. Ouais, est-ce que tu peux parler un petit peu du podium speech de Max Anstie Mais ça enflamme la toile. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que tu vois, moi je l'avais pas. Enfin, même quand on en a parlé, j'ai pas vu le truc de fou derrière. Enfin, tu vois, moi je l'ai plus interprété parce que je me dis, justement, il est dans le team, c'est son boss et tout. Il va pas en dire du mal à la télé sur un. Enfin, tu vois, ce serait se tirer une balle dans le pied que de descendre le mec qui t'embauche, qui te paye et qui te donne la possibilité de gagner un championnat AMA à ton âge et tu vois, après tout ce qui s'est passé. Donc, et surtout Max Anstie, justement, le mec assez. Parce que je voulais juste revenir avant, faire une petite parenthèse. Si la solution que j'aurais trouvée justement à la place de Max Anstie pour quand même rester en tête, c'est de sortir Kitchen. C'est qu'il y a des fois, il était dans ses extérieurs, il se faisait des blocs passes, ils ne se sont pas touchés, ils sont restés propres. Mais à un moment donné, je pense que là, tu n'as pas le choix, qu'il faut lui mettre un tampon et qu'il aille dans les bottes de paille. Ouais, mais tu veux peut-être pas te faire un ennemi juré dès la deuxième épreuve. Ouais, mais tu veux gagner. Premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est toujours un petit peu un risque de. Enfin, si tu t'y prends pas bien, tu peux te mettre par terre aussi, quoi. Ouais. Tout le monde n'est pas Barcia ou Freeze à vraiment. Et encore, Freeze, il maîtrise pas trop parce qu'une fois sur deux, il tombe aussi. Mais tout le monde n'est pas Barcia ou Anderson, plutôt à bien maîtriser le bloc passe au point d'aller sortir les mecs, quoi. Ouais. Enfin bon, et du coup, oui, non, sur le podium, là, tu peux nous refaire peut-être la traduction exacte là, de ce qu'il dit. Ouais, mais du coup, Max dit que Bobby, qui est donc le patron du team Star Racing Yamaha, c'est le propriétaire et grand patron, quoi, a appelé le team et aurait dit un truc comme quoi Max ne s'attendait pas à être dans la position dans laquelle il est, de gagner. Et donc ensuite, c'est pas Max, qu'il avait entendu quelqu'un dire ça? Alors en fait, c'est le team qui a rapporté à Max que Bobby avait téléphoné en disant que Max ne s'attendait pas à être à cette position. Donc après, d'où est-ce que Bobby tenait ça? Justement, c'est ce que Max a dit sur le podium. Il a dit, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tient ça. Je m'attends absolument à être dans cette position et à me battre pour la victoire. Et s'il compte ne pas venir aux courses, il ferait mieux de ne pas m'appeler dans ce cas-là. Mais donc, il faut savoir que Max a été interviewé après la course et qu'en fait, il y a zéro problème. C'est comme ça qu'il se parle en fait avec Bobby. Apparemment, Bobby Regan, il aime bien énerver ses pilotes pour en tirer le meilleur. Donc, c'est pour ça que ça doit bien matcher avec Digan ou même avec Webb. C'est que lui, il aime bien les énerver, quoi. Donc, ouais, il faut savoir que Max Anstie et Bobby Regan, ils se sont encore téléphonés après la course et que en fait, tout va bien. Bobby Regan, il a kiffé. Et il disait genre, ouais, tu vois, je t'ai énervé, mais je t'ai gonflé à bloc et t'as roulé super et tout. Ouais, apparemment, en fait, tout va très bien entre eux. Ouais, en vrai, c'est vrai que quand tu es de l'extérieur et que tu sais pas, tu te dis relation boss, employé, c'est wow, c'est chaud. Mais c'est vrai qu'au final, si, enfin, tu vois, on pourrait imaginer, c'est comme si toi, tu avais dit un truc, ouais. Et je disais, c'est pour dire ça, il ferait mieux de se la fermer, tu vois. On se dirait, oh, ouais, comment ça, c'est quoi le délire? Et après, quand tu sais qu'en fait, en fonction de la relation qu'ils ont, oui, il n'y a pas forcément de problème en vrai. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, tu voyais qu'il fumait d'énervement Anstie après avoir perdu cette finale. Ouais. Donc, ouais, c'est sûr que de l'extérieur, ouais. on pouvait pas. On découle avec le boss. Ouais, de fou. On a l'impression qu'il est juste en mode bon, là, je suis énervé, donc sortez-moi quelqu'un et je le castagne.
Ah, parce que du coup, j'ai carrément vu des trucs, moi, me dire des commentaires sur Instagram disant du coup Anstey sur la HRC parce que c'est terminé avec Star Racing. Ah oui, non, non, Lancer des trucs comme ça. Du coup, non, Anstey, il est pas du tout viré. Au contraire, il a même eu un petit bonus pour ça. Il a eu une prime. Tiens, allez, on te donne le bonus de la victoire. Redis mon nom, comme ça, redis-le. Ah non, là, ça devient bise. Merci, Max. Bon, bah écoute, après moi j'ai l'impression que je fais beaucoup ça depuis qu'on a commencé le podcast, mais donc cette règle, moi j'aimerais qu'il retourne aux règles des 90%. Je trouve pas ça normal que Max il ait perdu la victoire à cause de la chute de Cameron. Cameron, cependant, bon bah fidèle à lui-même, hein, il est tombé 2 fois dans la finale. C'était pas beau, mais bon, on devrait probablement le revoir dans 2 semaines à Daytona. Oui, parce qu'au final, il a pris un petit KO et il a besoin de quelques points, je pense. Ouais, c'est possible, repart, effectivement. Il avait la pommette coupée. Kitchen qui gagne sa première finale de l'année et qui se retrouve à 9 points. Alors, d'un autre côté, t'es Kitchen, bon, bah, tu pouvais pas faire autrement. T'allais pas laisser Anstey l'avoir. Non, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans son message. Et c'est vrai que tu peux que être dégoûté pour Max. Tu peux rien d'autre ressentir, quoi. Tu peux pas être énervé contre Kitchen, en vouloir à Kitchen, tu vois. Lui, il fait avec les règles. C'est pas lui qui a fait les règles non plus. Toi, t'aurais pas rendu ces 6 secondes à Max? Non. Et non, la règle est ce qu'elle est et on fait avec. Et t'es pas cool, Mr. Brown. Ouais, non, je pense qu'on est, moi j'y suis pas, hein, mais je pense qu'eux ils sont pas là pour être cool entre eux, tu vois. Et non, faut faire avec ce qu'on te propose. Et donc là, la règle proposée c'est celle-ci, donc tu fais avec. T'as une opportunité et tu la saisis, hein, sinon on en veut à Cooper Webb et on l'aime pas le garçon, hein, parce que il saisit pas forcément des règles, mais c'est quand même un garçon très opportuniste, tu vois. C'est pas la règle, enfin l'idéal qu'on voit dans le sport où c'est le meilleur qui gagne, le plus rapide qui va gagner. Non, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et oui, parce qu'au final c'est le meilleur qui gagne, même si c'est pas le plus rapide. Oui, voilà, c'est le meilleur, mais c'est pas le plus rapide. Alors qu'à la base, quand on fait la course, et qu'il faut partir d'un point A et arriver à un point B, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être plus rapide que l'autre pour y arriver. Mais en fait, bon, non, il y a aussi d'autres paramètres parce que si je suis plus rapide, mais qu'au final je tombe, bon, après sur la totalité de la course, j'ai pas été plus rapide du coup. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, oui, il a été opportuniste et bah, il a eu raison, hein, de la jouer comme ça et il se remet effectivement en plus dans le championnat. Puis enfin, quand bien même il aurait déjà été en tête, Kitchen, il y serait allé quand même, tu vois, parce que là, il se dit j'ai tellement perdu de points la semaine dernière que là, bah, désolé, je vais sauter sur tout ce que chaque point que je vois, je vais aller les prendre, quoi. En vrai, il aurait 10 points d'avance, il aurait sauté dessus quand même, tu vois, pour accroître son avance au championnat. Et c'est ce qu'il avait à faire. Donc, ouais, on peut pas lui en vouloir. Il a mis dans son post Insta justement que n'importe qui aurait été à sa place aurait fait la même chose. Donc voilà. Et il y a aussi 30 000 balles qui se jouent, quoi, parce que deuxième c'est 20 000 et premier c'est 50 000. Ouais, il a quand même félicité Max pour dont il a roulé. Et puis tu voyais que les deux, ils parlaient aussi sur le podium. J'ai vu des photos, des vidéos un peu là. Ils avaient le sourire en discutant. Tu vois, Max n'est pas du tout. Enfin, voilà, il est intelligent, quoi. Il n'en veut pas non plus à Kitchen, ou tu vois, il a pas fait la tête dure, etc. Mais d'ailleurs, Max l'a dit sur le podium qu'à la place de Levi, il aurait fait la même chose. C'est ça. Et puis après, voilà, il avait raison d'être content aussi de la façon dont il a roulé. Et la vérité, c'est qu'il est dans une position, dans une bonne position, qu'il est bien, Max, et que du coup, il a pas. Enfin, c'est sûr qu'il laisse partir 2 points, du coup, 3. Et il laisse partir 3 points. Et donc, du coup, c'est vrai que Kitchen, il se retrouve à 9 points derrière Anstey, alors que si on inversait les rôles, il serait 14 points derrière. Donc, non, 15, pardon. 15, 9 plus 6. Donc ouais, c'est vrai que pour Max, quand même, pour Max comme pour Kitchen, hein, c'est dans un sens ou dans l'autre, mais t'aurais pu avoir 15 points d'avance en quittant sur le deuxième, en quittant. Ah, parce que c'est le deuxième, du coup, Kitchen, là? Alors, en fait, non. Si Anstey gagne, ouais, si Kitchen, je crois que du coup, Kitchen serait deuxième à égalité de points avec Vial. Ils seraient tous les deux 15 points derrière. Et par contre, AMS serait 18. Après, ouais, tous les autres, ils seraient plus loin. Mais donc, ouais, ça changerait pour Kitchen et Vial sera à égalité de points, 15 points derrière Anstey. Mais donc, du coup, là, tel que c'est, Anstey en a 47, Kitchen 9 de moins et Vial 12 de moins. Ok. Un petit mot sur RJ Empire. Attends que je me remémore un peu sa course. Lui, c'est pareil, il a failli être opportuniste aussi, hein, mais il s'est fait déposer dans les Wolves, donc ouais, il est resté à sa place. Lui. Mais RJ Hampshire, il était 3e, il s'est mangé.
Il s'est fait doubler du coup par Tom. Enfin, il s'est mangé une petite chute, mais il a quand même mis la moto par terre. Il s'est relevé, il est revenu, il a redoublé Tom. Et après, ouais, il a failli profiter aussi de ce drapeau rouge pour gagner de belles positions. Ouais, bah c'est pas trop mal. Après, un peu toujours à la limite, quoi, qui est franchi, encore une fois. Donc, J'ai entendu pour la semaine dernière pas mal de personnes se plaindre de cette espèce de protection de piste qui était à l'intérieur du virage et qui donc a priori, après nous c'est vrai qu'à la télé on voit pas cet endroit de la piste à tous les tours, mais a priori a quand même pas mal bougé tout au long de la journée parce que beaucoup de pilotes l'accrochaient. Et donc disait que c'était un peu n'importe quoi cette protection, que ça dérangeait, naninana. Mais j'avoue que moi je considère que la faute c'est sur RJ, quoi. Il a sauté droit dessus au lieu de prendre son virage correctement. Il a commis une erreur et ouais. ça lui a coûté très cher, certes, mais bon, en même temps, la protection de piste, elle est là et il faut pas sauter dessus. Ouais, mais tu vois, je pense à ceux qui passent proche, qui raccrochent avec le cale-pied quand ils mettent un peu d'angle, tu vois. Et ça c'est un peu chiant, je trouve, de leur raccrocher parce que tu mets de l'angle. Après, c'est pareil, du coup, c'est un élément à prendre en compte. Dans ces cas-là, tu prends ton virage un poil plus à droite, quoi, pour un quart de tour à gauche, là. Et comme ça, tu es sûr de ne pas le raccrocher. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'elle bouge. Donc, c'est vrai que tu peux venir, ton ornière, elle est suffisamment loin à un tour. Et du coup, tu la prends. Puis, pendant que toi, tu faisais le reste du tour, un gars derrière l'a raccroché parce qu'il est venu trop près et l'a déplacé. Et donc, c'est vrai que là, tu reprends la même ornière et c'est plus au même endroit et ça te dérange. Mais bon, dans le cas de RJ, lui, il avait juste raté il avait fait une petite erreur dans l'enchaînement. Il a sauté complètement en travers et il a sauté droit oui, dessus. lui, il a sauté clairement dessus. Mais en fait, ce qui est embêtant, c'est que ça le bloque après pendant un long moment. La moto est bloquée. Après qu'il saute dessus et que ça le foute par terre, par exemple, tu vois, bah ouais, tu l'enlèves pas. Enfin, tu mets comme un punching ball, je sais pas, un truc, tu vois, qui délimite justement à cet endroit-là, et que si tu vas dessus, bah c'est pareil, tu risques de finir par terre ou de perdre du temps dessus, mais pas que ça se rentre dans la moto, ou comme au World SX, ceux qui passent proche des bottes de paille là et que ça se prenait du coup après dans la chaîne et que ça te ruine la course. Pour une botte de paille, c'est relou, quoi, quand t'as pas sauté dessus, en plus que t'es passé proche, que t'étais à la limite, tu vois. C'est un peu embêtant, quoi. Bon, puis c'est vrai que dans ma tête, je comparais plus ça à, tu vois, nous, après, eux, à leur échelle, pas trop, mais sur les terrains autocross, parfois, dans l'intérieur, on a un poteau. Ça arrive. On a un petit talus, un poteau, et bon, bah, le poteau, lui, pour le coup, il va même pas bouger, donc tu as intérêt à faire en fonction. Mais c'est vrai que, justement, le poteau ne bouge pas. Donc, à tous les tours, tu sais à quel endroit il est, et tu peux prendre ta trajectoire en fonction. Que ce truc-là, il bouge un peu si quelqu'un le tape, et du coup, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus embêtant. Et puis au final, il pourrait le faire en terre, en vrai. Faire un petit talus de terre, tu vois. Pas arrondi, mais un peu en trottoir, que si tu vas dessus, bah, c'est pareil, tu vas sans doute finir par terre, quoi, Ouais. ou bien te rater, mais que tu puisses pas l'utiliser comme non plus une réception, tu vois, sauter, hop, pour ça que je dis pas trop arrondi, tu vois, le but c'est pas non plus de les foutre par terre, mais au moins de cette façon-là, bah, c'est sûr que oui, si celui qui atterrit dessus, il va le grignoter un peu, quoi, parce que de la terre ça va bouger, mais ça va pas se retrouver au milieu, et le but premier, je pense, c'est quand même de délimiter la piste et l'intérieur pour pas couper, quoi. Ouais, c'est aussi de faire de la pub. Mais, mais c'est vrai que oui, soit ça, ou alors je comprends que fixer toutes les protections de piste au sol, ce serait hyper compliqué, mais peut-être que les intérieurs comme ça, ils pourraient mettre un gros clou en dessous, tu vois, et, enfin faire en sorte que ce soit bloqué, quoi. Bon, c'est vrai que il a manqué de chance, mais il a aussi commis une erreur directement, quoi. Après, elle paraît cher payée, disons, cette erreur, mais bon. C'est quand même, si tu sautes pas dessus, t'as pas de soucis, quoi. Puis il y a qu'un mec qui a sauté en plein dessus et qui s'est retrouvé avec une course ruinée sur toute la soirée, c'est Hampshire. Bon, du coup, Hampshire, du pareil au même. Malheureusement, à cause de sa première finale très compliquée, il est 23 points derrière Max en 8e position. Donc rien n'est joué et il est pas out pour le championnat, mais c'est vrai que il a Imus, Vial, Kitchen et Anstie qui performent bien et qu'il va falloir aller chercher. Et même derrière Imus, il est 9 points derrière, quoi. Donc 9 points, ça se rattrape facilement, mais ensuite Vial, c'est encore plus, et Kitchen, etc. Ça s'annonce quand même compliqué pour gagner un deuxième titre SX pour Hampshire. Bah ouais, si les autres n'utilisent pas un joker non plus. Puis surtout qu'en vitesse, à Détroit, il était 3e, quoi. Oui. Il n'était pas mieux que Kitchen et pas mieux que Anstie. Mais après, il faut voir. On a encore pas mal de courses qui arrivent et plein de pistes différentes et peut-être d'autres qui vont jouer plus en sa faveur. Puis c'est vrai que malgré ce qui lui est arrivé, Anstie, il n'a pas encore trop utilisé de joker. Bah non.
Donc, c'est ce qu'on disait aussi de Sexton la semaine dernière, c'est qu'il peut aussi lui arriver un truc, enfin, à tous les pilotes. Bah, c'est ça, et puis comme tu disais, il y a quand même du arriver coup un truc, Vial ça qui peut arrive. venir s'intercaler, il y a Emas qui peut venir s'intercaler, il y en a quelques-uns quand même qui peuvent venir jouer Ouais. devant aussi, dans le cas où tu as un NST qui tombe ou qui est bloqué avec une botte de paille. Il y en a qui peuvent venir, quoi. Ouais. Bon, Tom Vial, c'était un petit peu décevant, non? Ouais, hein. Franchement, Après, je m'attendais à ce qu'il se réveille là par rapport à la semaine dernière. Tu vois que c'était un peu la première et tout. Au final, je trouve qu'il a roulé comme la semaine dernière. ouais, c'était bon, c'est une 4e place, c'est pas trop mal, mais déjà, je pense que tu es prétendant au titre, tu es juste derrière Hampshire, il tombe et du coup tu profites de la place. Tu peux pas te refaire doubler par Hampshire, quoi. Il faut pas, quoi. C'est le genre de choses où il faut saisir l'opportunité, quoi. Ouais. Et vraiment Mais il avait vraiment du mal dans les whoops, hein. Je crois que ça lui a mis, ça l'a séché un peu, hein, Tu penses que c'est la chute de la semaine dernière, du coup? Bah, j'ai envie de dire que oui, parce qu'avant ça, tu vois, ils étaient quand même gros les whoops à Paris, ils rentraient dedans, et pourtant ils s'en étaient pris une bonne justement avec le filet. Et je trouve qu'ils rentraient pas forcément moins fort dedans les autres fois à Paris. Mhm. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai vu, et puis j'écoutais un peu aussi ce que disait DV dessus, sur le fait que, et ce que disait aussi Vial en fait dans son interview là sur le Big. Il disait qu'il prenait pas la première grosse whoops en fait. Mhm. C'est qu'il servait de la première, en fait, il la tapait qu'avec la roue arrière, Ouais. et qu'il le faisait piquer du coup pour après taper la troisième directement. Ouais. Et c'est ce qu'il a manqué quand il s'est pris sa tôle la semaine dernière. Et du coup, déjà la semaine dernière, il retapait tout le temps la première grosse whoops avec la roue avant. Et là, je le regardais un peu du coup cette semaine, c'était pareil, tu vois, le week-end dernier, il tapait toutes les whoops. Je le voyais pas Ouais. cabrer sur la première grosse. C'est vrai que je pense que ça a dû effectivement le refroidir. Puis comme elles se défoncent, les whoops, elles sont pas aussi régulières, je pense, qu'à l'entraînement ou au Supercross de Paris. C'est vrai qu'au Supercross de Paris, elles sont vachement bien entretenues. Ouais. Et du coup, ouais, peut-être que pour être sûr de pas faire passer la roue avant derrière et en prendre une bonne, ils préfèrent taper la première whoops. Mais c'est vrai que du coup, je me demandais, ouais, justement, j'avais pas pensé à sa chute de la semaine dernière, mais je me disais, c'est quand même fou parce que c'est vrai qu'on l'a vu à la télé galérer. Non, il les prend bien les whoops, mais il les prend pas aussi vite que les pilotes autour de lui, quoi. Et c'est vrai que je me disais, c'est quand même vachement étrange parce que c'est vrai que ce soit sur Instagram, au terrain d'entraînement ou quand on l'a vu au Supercross de Paris, les whoops, il les prenait très bien et c'était pas une faiblesse, quoi. Non. Donc, non, il avait bien progressé dedans, et là, ouais, c'est plus compliqué. Et tu vois qu'il perd du temps à cet endroit-là, et il en gagne pas sur le reste de la piste. Donc ça fait qu'il est à sa place là pour l'instant, et que il va falloir, je pense, un peu régler ce problème dans les whoops, revenir à ce qu'il était, et puis peut-être essayer de grappiller un petit peu comme il peut là sur le reste de la piste aussi. Ouais, essayer de retrouver la confiance et sortir les 3 en sortie de virage, quoi. Ouais. Les triples. Ouais. Mais il l'a fait ça un peu quand même, justement. Je crois que c'était lui là. Quand j'en avais parlé en direct, que j'avais dit mais il faut faire 3 sur la table là, et il me semble que c'est quand lui il l'a déclenché que j'ai dit voilà, merci. Non, je sais pas, merci Tom que j'ai dit. Non, Hampshire l'a fait. Ouais, je sais 250. plus. Pendant un moment dans la Kitchen qualif, aussi, ils faisaient tous 2 devant la table, et je me l'étais dit dans ma tête, mais il faut faire 3 sur la table, tu vois. Et je n'osais pas trop le dire parce que je me dis, bon, un pilote du dimanche matin qui va râler comme ça sur il faut faire ci, il faut faire ça, alors que je regarde de la télé avec un drone et que je resterai en première sur un terrain de Supercross US. Bon, après, Anderson, il le fait beaucoup aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en première, il sort les triplés. Mais on n'a pas la même première, Anderson et moi. Elle marche bien la Honda, mais bon, c'est pas la première de la Kawa. De sa Kawa. Bon, et ouais, au final, si, il l'a fait quelques fois, mais c'est sûr que dans la finale, je suis pas sûr de l'avoir vu faire une fois. Après, on l'a pas vu à chaque fois aussi à l'image. Et même ceux de devant, enfin, NST, il l'a fait un long moment quand même, il me semble. Mais je crois que dans les derniers tours, par exemple, bon, après, voilà, ça fermait les intérêts et tout, il le faisait plus. Donc, c'est pareil, ça avait peut-être dû se défoncer un peu sur la prise d'élan, et il sortait plus le trip sur table, qui faisait quand même une belle différence entre le 2 devant la table, quoi. Ouais, c'est sûr. De toute façon, en général, c'est toujours comme ça. Hein, quand tu atterris sur la table, tu fais le on-off, ça va toujours beaucoup plus vite que quand tu te sers d'une table pour décoller, quoi. Ouais, à moins que tu en sautes beaucoup plus. Ouais. Mais enfin là, oui, c'est clair que entre faire double, puis double derrière table ou triple sur table et off, c'est sûr que du coup, ton deuxième saut, tu vas beaucoup moins haut, tu vas beaucoup plus vers l'avant.
Du coup, 2 épreuves de Supercross 250 Est. La semaine prochaine, on les verra pas. On retourne à l'Ouest pour un Triple Crown. Mais est-ce que c'est Anstey ton nouveau favori pour le championnat côte Est? Après la première, j'ai dit, moi, je crois qu'il va être un prétendant au titre, hein. Ouais. Et franchement, je m'attends quand même à ce que Kitchen il soit encore un peu mieux, tu vois. Mais je me dis que ouais, Anstey il part bien, il a le rythme, il est bon dans les whoops. Il a une yam. Oh non, ça je me le dis pas. Euh, Non, mais du coup, je me dis que ouais, non, vraiment, ça va être un client. Après, voilà, j'ai pas envie de tirer de conclusion trop tôt là et de dire ah, ça y est, NXT champion 2025. Mais franchement, je trouve que ce serait incroyable, quoi. Je sais pas, tu sais, c'est le genre de truc de l'expliquer aux gens qui ne sont pas dans la moto. C'est trop dur de leur faire ressentir. Comme quand tu veux leur expliquer Faut avoir tout l'historique. qui était James Stewart, ou c'est toi qui m'as envoyé une vidéo là, justement. Papa, c'était qui Eli Tomac. Oui, Et et après, que- tu vois, c'est le président de la WWE à une interview connue où il pleure d'émotion. Et c'est le genre de truc, tu vois, tu peux pas expliquer comme, je sais pas s'il y en a qui ont la rêve du basket, tu vois, quand tu vas mettre une planche ou un cross, tu vois, dans le basket, genre ce que ça signifie, tu vois. Ouais. Là, j'aurais pas les mots pour vous expliquer, genre, et faire une comparaison. Enfin, si, peut-être une comparaison avec un gros scrub et un block pass, tu vois, peut-être, Ouais. tu pourrais la faire, mais c'est le genre de truc, t'arrives pas à l'expliquer. Et là, Unstick qui gagnerait un championnat, tu vois, pour Monsieur Tout le Monde, bah oui, du coup, c'est un Moi, pilote de plus qui gagne un Je championnat. dirais qu'au basket, si tu mets une planche ou un cross, c'est comme si tu doublais un mec dans les whoops en le regardant. Ouais. Ouais, moi je dirais Ou plus alors que tu- le ou alors gros tu- bloc tu pass le où tu le doubles. regardes sur le triple après, tu vois. Ouais, ou tu le doubles de l'extérieur et tu le regardes sur le saut d'après, tu te retournes. Ouais, donc voilà, je trouve que l'histoire serait quand même incroyable. Donc d'un côté, je me dis, j'aimerais beaucoup. De l'autre, je soutiens quand même notre Tommy national. Donc, puis Kitchen, moi ça me dérangerait pas aussi qu'il soit champion, le garçon, mais. Bon, il y a de fortes chances que tu sois satisfait à la fin du championnat. en tout Ouais, cas, du et coup. dans tous les satisfait et pas satisfait de l'autre aussi. Enfin, et de deux autres. Donc au final, je serais un tiers satisfait et deux tiers pas satisfait. Non, mais. S'ils arrivent tous les trois à égalité à la dernière épreuve et que du coup, c'est celui qui finit devant à celle-ci qui gagne. Je veux que ce Là. soit le meilleur qui gagne. Voilà. Oui, mais du coup Quel meilleur gagne. quand les trois arrivent à égalité de points, tu seras pas forcément déçu des deux qui gagnent pas. Du coup, ils auront fait le travail puisqu'ils seront arrivés à la dernière épreuve dans la meilleure position possible. Après, c'est exécuté sur une seule soirée. Bon, il peut arriver des choses, quoi. Ouais, ou à la limite, je me dirais, Steve, vu que je sais pas, il est peut-être destiné à faire sa carrière en 250, là, la fin de sa carrière en 250 en tout cas, parce qu'il est déjà monté en 450 et tout. Vial, il gagne là, il fait le doublé, l'année prochaine, il monte en 450 et il laisse la place à Nasty. Ouais. Tu penses que. Ah oui, maintenant la règle c'est si Vial il défend pas le titre, il peut rester en 250. Genre s'il regagne pas de titre. Une année, tu m'avais dit, je crois. Hein. Ah, il pourra rester encore 250, encore une année, et après il sera obligé de monter. Ouais, je crois que c'était ça le délire. Ouais, c'est possible. Parce que je me disais, est-ce que tu penses que si Anstey gagne le titre, l'année prochaine il défend son titre, mais donc du coup s'il retourne en 250 Supercross l'année prochaine, mais qu'il gagne pas, il aura encore une année de plus en 250 à faire. Parce que je me disais, le jour où, donc admettons Anstey gagne le titre 250 cette année en Supercross, et du coup soit dans 2 ans, soit dans soit à la fin de l'année prochaine, soit à la fin de l'année d'après, il est obligé de monter. Est-ce que le jour où il doit monter en 450 en Supercross, il monte en 450 ou il dit retraite? Je sais pas, tu vois, il a l'air d'aimer ce qu'il fait et tout, donc je me dis, il y a moyen que, tu vois, si Star par exemple, lui propose le guidon de Craig, tu vois, je le vois un peu comme ça là. Craig qui, dans quelques années, bon, c'est bon, tu passes en coach et ton guidon se libère, tu vois, pour justement un vétéran qui, on sait que il va pas être là pour 10 ans et à la fois en 450, on va quand même pas miser, tu vois, sur Anstey. Encore une fois, bon, voilà, je m'attendais pas spécialement non plus à voir un jour prétendant au titre en 250, peu importe à l'âge auquel. Enfin, si, quand il était en 85, etc. Oui, mais tu vois, une fois qu'il est retourné faire des piges en Europe et tout, on l'avait un peu oublié, Anstey, quoi, tu vois. Ouais. Surtout, enfin voilà, moi je regarde principalement les US, pas vraiment le championnat du monde, donc je voyais presque plus. J'ai juste revu faire quelques piges justement sur une Suzuki en outdoor 450, où il avoisinait le top 5, donc tu te dis, waouh, chapeau, bien joué. Mais parce que si là on devait mettre Anstey en 450, tu le mettrais où? En position? Ouais. Parce que moi je le mets pas dans le top 10. Hein.
Ouais, si, Et tu moi, vois, je le mettrais quand même dans le tu top 10 dis parce il que. aime ce qu'il fait, mais bon, il aime ce qu'il fait actuellement en 250. Il y a moins de concurrence, les pistes sont moins défoncées, la moto est moins puissante et enfin, généralement plus agréable à rouler. Il y a que Eli Tomac pour kiffer la 450 qui tire sur tes bras, un truc de fou, quoi. Et encore, elle est pas si puissante. Ouais, mais tu vois, Anstie en 250 en World S6, il est à peu près au même niveau que McElrath. Et McElrath, certes, non, d'ailleurs, il est sur une Honda cette année. Et là, tu vois, je regarde, au provisoire, il est même pas dans le top 10. Je suis pas sûr qu'il ait fait un top 10 de l'année de Non, McElrath, mais peut-être un. oui, et Savacci, il est meilleur que Roxen au World Six. Non, il est pas meilleur que Roxen, il est Presque. pas très loin. Bah oui, il y a match. Ouais. Excuse-moi, moi j'ai douté. Après, Roxen est meilleur que ce qu'il était au mois de décembre, là, clairement. Ouais, ou Savacci un peu moins bon. Et Savacci, il a vu Dieu sur le quadruple, donc. Non, mais c'est des trucs, je trouve qu'il fausse un peu. À part Thomas, tu vois, qui est resté en patron là-bas et qui, du coup, on s'y attendait et tout. Et voilà, mais sinon, je trouve que c'est parfois un peu comme Paris, où tu vois, c'est le genre de course où je trouve que la hiérarchie n'est pas forcément respectée. Et qu'au final, comme Anaheim 1, et puis après, au final, tu as, voilà, t'as les autres épreuves qui arrivent et puis qui clarifient la chose. Et tu vois ceux qu'on attendait quand même y être. Alors, pas toujours, hein, tu as des fois des bonnes et d'autres fois des mauvaises surprises. Mais donc, attends, si je te donne le top 10 du provisoire actuellement, en 450, on a donc Sexton, Webb, Roxen, Anderson, Stewart, Cooper, Barcia, Tomac, qui bon n'est pas là, Jet Lawrence, qui aussi n'est pas là, et Justin Hill. Voilà. Avec Ferrandis, lui, il est 14e, par exemple. Tu vois, tu pourrais remonter Ferrandis. Mais Ouais, mais par du exemple, coup, moi, tu vois Ferrandis, Anstie battre lequel de ses pilotes en. bah, moi, Ferrandis, je le vois avec Ferrandis, Ouais. dans le même groupe, un peu. Tu vois, là, il fait 8ème, Ferrandis. Je le vois dans le même wagon que Ferrandis, que Barcia. Donc, en fait, tu le vois dans le top 10 actuellement avec quand même pas mal de pilotes blessés, quoi. Pas avec le plateau qu'on avait à Anaheim. Bah, si, parce que tu m'as cité justement le top 10. Il y a encore Ouais, Jet tu dans vois, le là, top j'ai 10. Il y a pas- encore Hunter Par dans le exemple, top 10. tu le vois devant Prado en Supercross 450 Ouais. Anstie. Cette année-là, oui. Si là, il était sur une 450, oui. Ok. Moi, je les verrais à peu près au même endroit, tu vois. Mais Prado, il avance pas dans les whoops déjà. Donc déjà là, il lui met 3 secondes. Et C'est après le vrai. restant de la piste, il a un coup long, un coup court. Non, Prado, il finira par être bon. Il va s'entraîner et il est jeune et voilà, et il est en pleine progression. Donc j'en doute pas spécialement. À l'heure actuelle, moi je pense qu'il y a pas match. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a aussi le fait. Après, il y a cette différence-là qui se fait aussi entre la 250 et la 450 où c'est une moto qui est quand même une dizaine de kilos plus lourde. Une puissance complètement différente et du coup à jauger sur une piste de supercross c'est ce qui devient difficile et je pense que c'est ce que certains pilotes notamment peut-être Ferrandis tu vois ont du mal au final y compris dans les whoops tu vois parce que Ferrandis c'était quand même une force en 250 les whoops tu vois il te les avalait un peu je trouve comme un style à cette année peut-être et en 450 c'est pas trop ça tu vois donc je pense qu'il y a aussi la gestion justement du gabarit de la moto du poids de la moto qui n'est pas le même et qui rend le truc un peu plus difficile. Mais tu le mettrais avec sa 250, c'est un peu comme un Digan, tu vois, tu le mets avec leur 250 dedans. Alors oui, le terrain il est un peu moins défoncé, mais en réalité, ils te font quand même des chronos, tu vois, qui sont. Enfin, faudrait regarder, tu vois, là je vais pas spéculer, mais c'est souvent qu'on voit du coup le premier 250 faire un chrono qui est top 5 ou facile dans le top 10 en tout cas des 450. Ouais. Donc après, il y a aussi, voilà, peut-être que de leur donner une 450 entre les mains, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, notamment, alors en motocross, ça joue plus, tu vois, tu as des longues lignes droites, donc la puissance joue beaucoup plus, mais on a tendance à se dire, ouais, il fait ça en 250, et imagine avec une 450 en gros. Alors que si ça se trouve, ça pourrait faire l'effet inverse, il pourrait être beaucoup mieux avec une 250, et puis tu lui mets une 450 entre les mains au final, et il sait moins bien s'en servir que sa 450, quoi. Donc c'est un peu difficile. 250. Ouais, que ça 250. Mais que c'est un peu difficile comme ça au final de comparer. Mais c'est vrai qu'avec sa 250, là en tout cas, tu le mettrais dans le plateau 450. Moi, je pense qu'il finit dans les 10. Oui. Après, de toute façon, il faudrait toujours la piste qui se défonce un peu moins, qui est un peu moins défoncée. Mais tu regardes un peu les chronos déjà pour te donner une idée, peut-être, tu vois, le temps total de la manche aussi. Ouais. C'est Cole Davis qui a dit, je sais pas dans quelle interview, qu'il savait quand Tomac était au terrain d'entraînement parce qu'il est beaucoup plus défoncé. Enfin, il est plus défoncé que quand Tomac est pas là. Apparemment, Tomac avec sa 450, il défonce plus le terrain que n'importe qui. C'est sûr, et puis le pilotage aussi. C'est pas Jet qui roule là. Donc, l'ornière, laisse tomber. Toi, te faire des trous, mais comme les ligards là. T'as des whoops dans les trous, je suis sûr. Et peut-être qu'il le fait exprès parce que lui, il arrive à les prendre et il sait que ça va déranger les autres. Bon, sinon, tu veux parler un petit peu de Faulkner ou... Non, je peux, oui.
Non, non, Faulkner, moi, ça me fait. Faulkner, j'ai de la Pas satisfait. mais j'ai de la peine pour lui parce que je vois des vidéos sur Insta où il s'embrouille avec les privés encore là. Ah ouais? Il s'embrouille avec une Park là. Mais non. À la fin de la finale là, ça s'est changé des mots un peu vénère. On voit pas les mots, on voit juste la gestu là, c'est filmé du public où les deux ils ont la main juste à côté comme ça là, tu vois qu'ils s'embrouillent quoi les deux. Ouais. Et Peut-être qu'il disait toi t'es super toi. et tu te dis purée mais non mais Faulkner il est genre c'est pas ton combat Faulkner, tu dois boycotter ça, c'est pas ton combat. Les privés, il a fini devant, t'es pas bien, t'as mal au crâne, t'es fatigué, t'es malade, laisse, c'est pas ton combat. Ne me dis pas que t'es arrivé là-dedans, pas maintenant, l'année prochaine si tu veux, une fois que t'auras fait une année pourrie, tu me diras l'année prochaine je me bats avec eux, donc je m'embrouille avec eux. Là pour l'instant, vous êtes pas dans la même ligue, tu vois. C'est pas ta ligue Faulkner, tu parles pas avec eux, tu les boycottes, tu les méprises s'il te plaît. Non mais ouais, je me dis j'ai de la peine un peu pour lui là parce que tu vois qu'il galère et puis bah ouais les résultats sont pas là, nouvelle moto et tout et c'est vrai que moi j'avais plein d'espoir dessus, tu vois, je m'attendais vraiment à le voir aux avant-postes même avec la Triumph, tu vois, parce que en Supercross ouais, il a toujours montré qu'il avait beau avoir se manger des cabanes de fou, des blessures de fou, revenir à chaque fois et être présent. Le mec s'est bataillé avec tous les champions quoi en fait. Après je crois que c'est de lui qui parlait quand ils ont dit que parce qu'il était malade à la première épreuve, ça allait mieux mais qu'il s'entraînait toujours pas la semaine pour l'instant. Donc moi je pense que ça va venir petit à petit et que bon bah peut-être que le timing sur la première épreuve était vraiment pas bon. Après peut-être que aussi au niveau de sa préparation il en manque un petit peu, ou au niveau du confort sur la moto peut-être qu'il trouve quelques trucs. Mais je pense que ça va aller de mieux en mieux au fil des épreuves. Et oui, c'est pas le départ de saison qu'il a eu l'année dernière. Mais bon, déjà, il a fini 2 finales. C'est quand même, c'est triste à dire, mais c'est quand même une victoire pour Faulkner parce que donc l'année dernière, il s'éclate à la deuxième. Et l'année d'avant, je crois que c'est bien il y a 2 ans, donc 2023, il se fait les ligaments croisés au départ d'Anaheim, alors qu'il avait fait la pole position aux essais. Donc mine de rien, c'est la première fois en 3 ans qu'il finit 2 finales de suite. Ouais, mais voir le positif où il y en a quoi. Mais qui goûte toujours autant à la terre par contre, parce qu'il a quand même passé du temps au sol. Ouais, mais cette fois il se fait pousser par certains parfois. Par des pilotes privés. Oui, bon, par des pilotes privés. Écoute, justement, ils voient Faulkner au milieu d'eux. Et lui, Faulkner, il est payé pour rouler. Il lâche des billets pour venir aux courses. Ça les énerve. Ils le voient là. Ils disent qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma place, les gars. Carrément au repêchage là. Ah non, attends, c'était ce week-end-là que. Je crois que non, c'est en qualif qu'il a râlé là. Il y en a un qui a râlé derrière lui là. Peut-être. Oui. Il est tombé sur sa moto, je sais pas, il a dû faire un point mort, c'est vrai, un truc comme ça, et il a râlé, genre, tu vois, tout le monde. Faulkner, il n'y a personne qui te respecte là, Faulkner. Là, tu t'embrouilles avec des privés, et normalement, ils doivent se taire, ils doivent arriver, ils s'abaissent. Monsieur Faulkner, s'il vous plaît, dans la catégorie, t'es le patron normalement. Là, ils se rebellent, les gens autour de toi. Il y a des Nice, je le connais juste parce que t'as mis un taquet, mon pote. Sinon, je le connais pas. Ah non, c'est chaud. Mais je crois que c'est Nicoletti qui en parlait une fois sur PPXO pour parler de Ferrandis qui était au repêchage à la première épreuve et où il disait tu sais que les mecs qui sont habitués au repêchage, quand ils voient un pilote d'usine dans le repêchage avec eux, ça les énerve. Ils disent non mais là on est censé être entre nous et à se battre pour 4 places, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il nous en reste plus que 3 ou plus que 2, tu vois. Exactement, je te jure. Mais tu sais que moi, attends, tu rigoles, mais je me suis dit la même chose quand j'ai fait le SX à Lunel là. J'étais en qualif, alors moi tu sais j'y allais sans objectif précis, j'avais pas beaucoup roulé de l'été et tout, c'était juste voilà, histoire de faire un supercross avec mes fourches bien souples de motocross. Voilà, j'y allais comme ça. Et au final, en qualif, un mal de bras aux 3/4 de la manche. Au final, je rétrograde de quelques positions. Là, tu vois, c'est pareil. On m'aurait pas noté. On m'aurait dit, mais t'es qualifié pour l'instant. Je pense que je l'aurais pas lâché la place. Bon, peut-être je me serais mis un volume du coup. Mais bon, en tout cas, là, j'avais relâché et tout. Et au final, je crois que j'ai fini à 1 ou 2 places de la qualif, tu vois. Et du coup, je vais au repêchage. Et là, je me dis, ouais, non, vas-y, le repêchage, c'est mort. Parce que moi, dans l'autre qualif, il y avait 2 qualifs. Dans la deuxième qualif, t'avais un gars qui avait sorti triple en sortie de virage, mais qui s'était mis une cabane sur le triple et qui était censé venir au repêchage. Et en se mettant cabane sur le triple, il avait mis aussi par terre un mec qui faisait le France Dubois, là, qui fait je sais pas s'il fait l'élite ou le national, peut-être pas l'élite, mais championnat de France national. Un mec bien au-dessus de toi. Ouais, qui roule, tu vois. Et donc, déjà, je m'étais dit, bon, si ces deux-là, ils repartent. Je crois qu'ils en prenaient 4 au repêchage. Je me dis, ça fait déjà -2. Parce que voilà, j'étais à peu près sûr de ne pas finir devant eux.
Et il te reste que 2 places avec des gars, voilà, ça roule quand même, hein, ils roulent les mecs. Et purée, au final, je fais un bon départ là. Non, je vais pas donner mon secret, t'as vu, mais j'ai compris un truc, je crois, sur les départs. Je vais pas m'avancer trop tôt, on va laisser la saison commencer. On va voir où je sors dans le premier virage, mais je crois que j'ai compris un truc sur les réglages de la moto. Alors que d'habitude, je touche jamais à la moto, moi. Sur les réglages de la Sur moto. les réglages de la C'est moto. quoi, c'est la hauteur du bloc fourche ou La couronne. la couronne? La couronne. Et bon, bref. Et du coup, je suis bien sorti. Et au final, j'ai fini 3, je crois, du repêchage. Même pas le dernier qualifié, 3. C'était propre. Et je suis allé au final. Je pensais pas du tout. Moi, c'était ma finale, le repêchage. J'étais là, j'étais dans ma finale, tu vois, prendre plaisir et tout, kiffer. Et au final, je me retrouve à faire la finale. Je sais même pas si j'avais vraiment envie parce que j'étais rincé un peu. Mais c'est toujours un peu comme ça. Tu sais, même avant les deuxièmes manches, en général, moi, les deuxièmes manches, je suis jamais pressé de les faire. Ouais, engourdi un peu. Ouais, et puis avec un peu le stress aussi. Tu sais, du coup, en fait, je trouve que tu fais les essais et tout. Tu sais, t'es un peu sous pression toute la journée. Ouais. Et après, tu arrives à la première manche et là, la pression, elle est au maximum. Et après la première manche, la pression redescend vachement, en fait, je trouve. Bah, Surtout elle quelques redescend, temps mais après. sans trop redescendre non plus, du coup, parce que tu sais que t'en as une deuxième, tu vois. Et c'est vrai que moi, genre, j'ai juste envie de dormir, genre 1 heure après Ouais. la première manche. Et généralement, au moment où la deuxième, genre, c'est le moment de s'habiller et tout, j'ai juste envie de dormir toujours. Ouais. Et je suis pas pressé non plus. Ouais, moi aussi, souvent, je baille beaucoup et tout avant les courses, tout ça. Mais bah, ça me rassure, j'ai vu Stewart la dernière fois qui a été filmé à l'écran, pareil, qui était là. Avant le repêchage à Nîmes 1, je crois. Enfin bon, et du coup, je sais plus pourquoi j'en étais venu à mon anecdote. Parce que je disais Oui, que quand il y a un pilote d'usine qui vient dans les repêchages, du coup, les habitués du repêchage, ça les C'est énerve. ça. Ouais. Donc, Ouais, ça, tu te dis, bon, bah c'est bon, déjà on sait qu'il n'y en a plus, il y a plus que une ou deux places. Ouais. Non, bah du coup, c'était Brice qui s'est assuré. C'est chargé de. Non. Vous inquiétez pas, les gars, on est toujours entre nous. Et alors d'ailleurs, Dylan, c'est pas un pilote d'usine cette année, mais bon, c'est ce calibre de pilote quand même, quoi. Ouais. Un ancien champion 450 en motocross et tout. Bon, on va parler un petit peu de ce duel Cooper Webb-Ken Roczen, le classique. Chaque année, ils nous le sortent un petit peu. On prépare le popcorn et puis on y va, quoi. Non, ça t'a pas plu? Non, mais moi, Roczen, vraiment, ça m'énerve. Mais il a essayé. Non, mais il essaye pas assez, c'est pas possible. Purée, c'est mentalement, là, en plus. C'est pas que c'est mentalement. Il se laisse doubler. Ouais, non, je pense que Webb, il était au-dessus. Non. Oui, mais peut-être. Mais Barcia dans la posture de Roczen, jamais de ta vie, Webb, il passe. Bah, Webb, il passe, mais en faisant du Barcia sur Barcia, je pense. Parce que Barcia, il va lui mettre 1 fois, 2 fois des. Barcia, il aime bien fouetter avec sa roue arrière. Là. Bah, il va le fouetter 1 fois, 2 fois. La 3e fois, il le met dans les bottes de paille, Webb. Non. Rappelle-toi avec Bowers en 250, comment ça se passait. Ouais. Non, parce que tu vois, la première fois que Webb passe Roczen, là, au bout de la ligne droite, ouais. Là, déjà, en fait, tu es devant. Donc, tu restes à prendre l'intérieur et il va manger ton arrière et c'est lui qui finira par terre, tu vois. Webb. Là, tu resserres comme ça et tu vas le prendre l'intérieur. Et lui, il va piler et sans doute se retrouver sur ton cul. Ou au pire, même, tu prends l'intérieur un peu plus vite que ce que tu aurais pris. Donc, tu vas pas réussir à prendre l'ornière. Mais tu rases la botte de paille, ce qui fait qu'il n'y a pas une autre moto qui passe. Et tu vas chercher l'extérieur là-bas si tu veux, tu vois. Et donc, Webb, de là où il était, soit il aurait freiné à aller chercher l'extérieur. Enfin, il aurait perdu du temps et il n'aurait pas pu être à son niveau dans l'enchaînement, tu vois. Je pense pas. Mais là, il est arrivé comme ça, il a acheté un petit coup de regard, hop, et puis il s'est décalé, vas-y, il lui a ouvert la porte. Il lui a donné déjà là. Donc bon, il se trouve qu'il s'est battu sur l'enchaînement, et donc à la fin de l'enchaînement, il vire devant, mais il vire devant, et là, c'est pareil. Genre, tu vois, déjà là, en fait, quand tu es dans l'intérieur, sur un Webb, tu dois t'arrêter, en fait. Tu t'arrêtes dans le virage, pas pour le faire tomber, juste tu l'arrêtes lui aussi, et là, tu y retournes. Et déjà, ça va le surprendre, parce que Webb, il n'a pas l'habitude non plus de ça, et encore moins d'un Roczen. Mais donc, il est temps que Roczen, il change de mindset et qu'il prenne confiance en lui, en fait, et de s'arrêter. Tu vois, là, c'est pas dangereux parce que je pense que, je sais pas, il a peut-être peur du contact, tu vois, Roczen. Et c'est ce qui fait que, du coup, quand il arrive sur le freinage, il le voit arriver, hop, il s'écarte et il lui laisse la position dans le virage au bout de la ligne droite. Je pense qu'il a peur de remettre la main dans le bras oscillant, quoi. Non, mais non. Parce que là, une fois où il a vu rouge et il a essayé de redoubler sans réfléchir. Et voilà, mais comme un guignol. Mais là t'es devant et c'est toi qui fermes la porte. C'est vrai qu'il est si fort, lui, pour doubler n'importe qui dans les premiers tours, que c'est fou qu'en fait, pour attaquer, il soit aussi bon. Parce que j'étais en train de me dire qu'il avait peut-être un manque de QI de course énorme, mais en fait, non, parce que quand tu vois qu'il est capable de doubler 15 pilotes en un tour en outdoor, c'est que le QI de course, il l'a, en tout cas quand c'est pour attaquer. Et c'est bizarre que du coup, il sache pas du tout défendre. Alors que
ben, comme tu dis, enfin, lui, il est devant, il sait comment est-ce qu'il ferait pour s'auto-doubler, tu vois. S'il était le mec de derrière, il sait, quand il arrive dans le virage et qu'il y a quelqu'un de proche de lui, il sait ce que lui, il ferait pour essayer de doubler. Non, Donc, mais pourquoi est-ce qu'il essaye pas de contrer ça il sait pas défendre quand c'est Webb. Parce que tu vois, j'imagine un freeze, ne serait-ce qu'un freeze. Il y a des fois, tu l'as vu se mettre justement à sortir les pieds et tout, à être à 2 doigts de se toucher avec freeze. Parce qu'il sait que sur freeze, il sait qu'il doit le doubler, il sait qu'il est meilleur que lui, il sait qu'il a le dessus sur lui, tu vois. Mais je pense qu'il sait aussi que Freeze, s'il fait pas quelque chose de rapide, ça va être dangereux c'est dangereux de toute façon d'être autour de Freeze, tu vois. Qu'avec Webb, en vrai, ça a toujours été correct, leurs échanges. Oui, mais ça n'empêche que ça peut être chaud quand tu es à côté et que justement, tu as un freeze qui va parfois slalomer sur la piste ou qui, si tu es dans son extérieur, il va te mettre un taquet, etc. Et ben, je trouve que tu vois un Roxen se transcender et tout. Là, Roxen, moi, je le vois tout mou. Et alors, voilà. Et puis apparemment, tu as Webb qui dit qu'il a vu du changement quand même chez Roxen. Je trouve qu'il est de plus en plus respectueux envers lui, là, Webb. C'est que la première fois qu'il gagne, c'est je me retourne et tiens, je t'ai atomisé. Et là, je trouve que ça se félicite, tout ça. Tu vois, même à la fin, ils se sont grave tapés sur l'épaule et tout quand ils se sont salués. Et sur le podium. Et j'ai vu du coup une autre interview où il disait justement qu'il a vu plus de combativité chez Roxen qu'avant, qu'il a plus défendu sa position. Et après, il a dit mais bon, je suis désolé, Roxen, je sais que je battrai n'importe qui quand je suis dans cette position-là et que j'ai ce feeling-là sur la moto et sur la piste. Après, c'est vrai que quand tu regardes Roxen, il y a eu quelques fois avant les whoops où il est venu entrer très à l'intérieur. Après, il reprenait toujours son ornière tout à droite à la sortie du virage pour aller prendre les whoops. Mais tu vois, il allait quand même vraiment protéger l'intérieur à l'entrée des whoops pour empêcher Webb de venir le bloc passer ici. Il a essayé quand même de rouler défensif. Après, ouais, c'était pas assez. Enfin, de toute façon, il a fini par se faire doubler. Mais je pense qu'il essaye aussi de trouver le juste milieu entre je roule défensif pour pas perdre ma position, mais en même temps, j'essaie de pas perdre trop de temps parce que si vraiment je suis à l'arrêt, le mec en deuxième place me double ou le mec en troisième nous double tous les deux aussi, tu vois, si tu fais ça pendant trop longtemps. Donc je pense qu'il essaye aussi peut-être de trouver un juste milieu. Non, mais ça, oui, mais tu vois, moi, dès que le premier virage au bout de cette ligne de départ, tu dois pas rouvrir la porte et le laisser passer. Enfin, là, c'était clairement, mais qu'est-ce que tu fais? Tu étais devant, il arrive fort, tu jettes le coup d'œil, mais vas-y complètement. En plus, c'était ta trajectoire. À la base, t'allais dans l'intérieur, donc c'est même pas toi qui fais une Prado. Aller lui couper la route, un truc grave dangereux. C'est t'y étais. Ouais. Et juste, tu as vu dans ton coin, tu as dû tourner la tête pour le voir déjà. Donc, c'est que tu étais devant à ce moment-là, tu vois. Vas-y, rentre encore plus serré, va encore plus. Et puis, lui, il mangera ton arrière, en fait. Si tu lui laisses pas de place, c'est soit il se mange la botte de paille de l'intérieur, soit il se mange ton arrière, tu vois. Et à un moment donné, il faut prendre le risque aussi, peut-être on s'accroche tous les deux. Là, à un moment donné, avec Webb, moi, je suis désolé, tu peux plus te contenter de finir deuxième derrière lui. Donc à la limite, ok, on tombera tous les deux. Mais on tombera tous les deux, tu vois, au bout d'un virage. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller se faire mal. Et je sais bien que même Roxen, ça va peut-être être celui qui va justement le plus prendre des pincettes à pas vouloir se faire mal après les cabanes et les blessures qui s'est prises. Mais là, tu dois aller fermer. Et voilà, la chute qu'il y aurait eu au bout de ce virage, ça aurait été une petite chute où il aurait basculé de l'autre côté parce qu'il aurait raccroché l'arrière. Tu vois, tu fais un truc comme ça. Mais tu peux pas lui laisser revenir. Et à la limite, allez hop, t'as réussi, tu remets du rythme dans l'enchaînement au bout du deuxième virage, du coup. Enfin, là, je prends le deuxième virage à partir de celui avant l'enchaînement après la ligne droite. Le quart de tour à droite, là, c'est pareil. Là, tu dois t'arrêter à un moment donné dans le virage. C'est que Roxen, il continue sa trajectoire. Donc, il laisse Webb planifier. En fait, tout l'enchaînement, Webb, il sait qu'il est dans l'extérieur. Donc, la trajectoire classique, c'est de faire quoi arriver sur un quart de tour? Mais c'est de recouper. Tu vois, il peut rien faire d'autre que de recouper, en fait. Donc, tu t'arrêtes à la limite dans le virage. Ou si tu t'y arrêtes pas, et ben c'est pareil sur ton enchaînement. Parce que dans le virage, il est clairement devant lui. Hein, ils prennent presque la même ornière. Voilà, il est carrément devant lui. Tu prends ta bosse, tu vas sauter à droite. Il a fait l'enchaînement. Donc, tu vois, il n'y a pas de risque qu'ils aient un enchaînement différent et qu'ils se cognent avec Webb. Tu prends ton enchaînement, tu vas tout de suite à droite et tu montes déjà sur l'enchaînement à Webb. N'essaye pas l'intérieur, je vais m'y positionner. Tu forces Webb à aller chercher l'extérieur tout là-bas, tu vois, de l'autre côté. Et déjà là, là, tu les fermes vraiment. Là, il allait dans l'extérieur, et voilà, tu savais qu'il était battu. Et là, il essaye ni de recouper, alors qu'habituellement, il est très fort à recouper. Mais je pense, encore une fois, avec Webb, c'est pas la stratégie à prendre de recouper, parce que Webb, et tu dois faire comme Webb, en fait, justement. Quand tu es devant, tu peux pas recouper Webb, parce qu'il rentre dans ton intérieur et il ressort dans l'intérieur. Ouais, c'est ça qui lui manquait, notamment avant les hoops, c'est que c'est bien, il rentrait serré, mais il ressortait large. Et il aurait dû. Et au final, sur la sortie
du virage, à chaque fois, Webb, il était quand même juste à côté de lui. Et rester à l'intérieur et prendre la trajectoire. En plus, même si c'est pas la plus rapide, tu prends la trajectoire que Webb préfère et du coup, bah, tu l'enquiquines et c'est parfait. Et tu le forces, lui, à longer les virages, comme il n'aime pas faire, prendre des virages vite, rapidement, tu vois. Il le fait pas. Donc, faut que tu le mettes, tu prends son truc. Et en plus, son truc, justement, tu te dis, du coup, il est obligé de me doubler dans l'extérieur. Et doubler dans l'extérieur, enfin, c'est pas si facile, quoi. Ça pique. Donc ouais, non, tu te dois. Enfin, je pense qu'un Roxen, il sait prendre les enchaînements en prenant l'ornière la plus en bas, tu vois, pour après enchaîner avec son enchaînement. Et puis si c'est pas faire, bah faut le travailler à l'entraînement. C'est son boulot à un moment donné au mec. Payé pour. Non, du coup, moi ça m'agace un peu parce que il peut finir devant lui et j'aimerais bien qu'à un moment donné, là, c'est bon, quoi. Webb, tu vois, il se croit arrivé. Webb, tu vois, il se dit, ouais, je sais très bien que dans cette position, je gagnerais face à n'importe qui. Non, tu gagnerais pas face à n'importe qui, mon pote. Tu gagnerais tous les jours face à Roxen, même d'accord. Sexton, à chaque fois, il perd l'avant. Un Sexton, peut-être, parce que Sexton, tu vois, c'est pareil. S'il a pas justement le plus de vitesse, oui, peut-être un Sexton. Un Tomac, par exemple, il se laisse pas faire comme ça. Même Anderson, Jet, il finit dans la botte de paille. Avec Anderson, s'il était à ce niveau-là, regarde Anderson, s'il te plaît, comment il défend sa place face à Sexton. Et Sexton, regarde le différentiel de vitesse entre Sexton et Anderson, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça n'a rien à voir. Et donc, si Roxen l'a joué comme Anderson, non, je suis désolé, tu vois. Mais oui, là, dans l'intérieur, tu vas lentement, tu vas doucement, tu le vois prendre son virage, hop, et j'y vais, tu vois. Et là, et donc pas pour aller lui mettre un taquet, encore une fois, mais je me mets à son niveau et je fais un bloc passe, en fait. Et il va falloir qu'il freine, que je le bloque, parce que s'il freine pas, effectivement, on rentre en contact et ça fait partie du truc, quoi. Bon, voilà, quoi, c'était... C'était le coup de gueule de la semaine. Roxen, il en a marre, Mr. Brown. Non, mais j'en ai marre qu'il ait peur de Webb, en fait. Appelons un chat un chat, il a peur de Webb. Et tu vois, et tout le monde le remarque, je veux dire, du plus amateur au plus professionnel, on voit qu'il a l'ascendant, il a le dessus mentalement. Mais il en a parlé sur le podium, hein, il en est conscient, Roxen. Il dit je suis au courant de ce stigma, donc je sais pas trop comment on le traduirait, mais cette pensée générale que bah, à chaque fois je craque quand il est derrière moi, mais bon, j'ai donné tout ce que j'avais et je suis content de comment j'ai roulé. Après, ça c'est bien, c'est une première étape. Tu vois, la première étape de ne pas se voiler la face et de se dire je le sais. Et tu vois, au moins tu peux être un peu plus à l'aise avec ça. Vous pensez tout ça et c'est vrai. Après, lui, il dit pas forcément que c'est vrai, tu vois, mais il dit qu'il est conscient que tout le monde le pense et que bah, de toute façon, ça en a l'air en tout cas. Tu vois. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est une première étape. Après, et donc... c'est forcément un peu vrai parce que je pense qu'effectivement, quand il est devant et qu'il y a Webb derrière, il doit y penser un petit peu aussi. Et tu vois, moi, c'est encore Webb. Pendant la course, j'étais en train de me dire, est-ce que je suis le... Ouais, mais il aura remarqué, est-ce que je suis le mécanicien, tu vois, je lui dis, c'est... je sais pas, un autre pilote, tu vois, c'est Sexton par exemple, ou un truc comme ça, mais bon, tu vois bien que Webb lui mettait des rupteurs à tous les freinages apparemment, donc, oui. Donc en fait, à partir de là, tu sais que c'est soit lui, soit Barcia, quoi. Sauf que Barcia, après 3 tours, il aurait pu être là. Non, ouais, non, mais ça me saoule pour lui en fait, parce qu'il peut tellement la gagner, arriver à ce moment-là, et tu vois bien que justement, Webb... Enfin, c'est ça, tu vois, j'ai pas envie de dire de gros mots hein, sur YouTube, mais... c'est ça, tu vois. Ouais, ça, tu vois. Il le malmène, quoi. Il en fait ce qu'il veut. Il fait sa course, je suis derrière. Dès qu'il s'est retrouvé derrière Roxen, il savait qu'il allait gagner Webb. Et moi, je savais déjà un peu aussi. Et c'est ce que je disais même. Je disais, j'ai pas envie de me retrouver à 10 minutes de la fin avec Webb derrière Roxen. Parce que sinon, je sais comment ça va finir et ça va pas trop me plaire. Bon, oui, il y a eu du coup un peu plus de combativité. Je sais même pas, tu vois, parce que... En vrai, il y avait quand même du suspense. Genre, on a regardé toute la course sans jamais se dire, oh, de toute façon, c'est bon, Webb, il va passer. Eh ben, merci Webb. Merci Webb d'avoir été patient et d'avoir exécuté son plan quand il l'a voulu. C'est ce qu'il a dit, pareil. J'ai exécuté mon plan comme je l'avais en tête. Ça se voyait. Il a jamais essayé réellement. Il a montré une roue à chaque fois avant les whoops. Et s'il avait voulu prendre la position avant les whoops, il aurait traversé les ornières. Il n'aurait pas pris une ornière plus tôt, tu vois. Comme justement le finish le plus serré de l'histoire. C'est eux deux. Quand il était sur la Honda, bah, tu as vu comment il est. Justement, c'était après les whoops. Tu as vu comment il les a coupés, les ornières, pour aller l'intimider, tu vois. Ouais. Et le faire sortir de l'ornière et lui mettre un coup de presse. Donc il aurait pu le faire déjà 3 tours avant. Sauf que là, il se montrait juste avant, il se montrait, jusqu'à avoir juste voilà, à recouper et à le faire craquer, quoi. Enfin, je serais curieux de voir est-ce qu'il a mis un rupteur justement au Webb la première fois où Roxen s'écarte et lui laisse l'intérieur. Là, je sais pas. Est-ce que Webb lui met un rupteur? Ouais, au bout d'un. Probablement.
Sinon, Cooper Webb, du coup, co-détenteur de la plaque rouge, co-leader du championnat avec Sexton. Bon, toi qui est quand même qui aime bien Sexton et qui croit en sa supériorité, surtout en vitesse, est-ce que tu es un peu inquiet quand même de voir un Webb qui, après 6 courses, est à égalité de points Non, pas et pour qui monte l'instant. en puissance? Non, pas pour l'instant. Alors Parce qu'on que... a un Sexton qui tombe dans les oubli-douze, qui tape la grille au Ouais, départ. mais c'est ça. Mais donc, je trouve que c'est incroyable, en fait, genre, de finir troisième, d'aller déposer un Anderson qui était à la base sur le podium, de revenir comme ça. Il a gagné du temps sur les bougs qui étaient devant, sur Roxen et Webb qui étaient devant, tu vois. Ouais. Il a réduit l'écart avec eux et on sait que dans le peloton, normalement, même justement, celui qui est premier habituellement et tout, quand il chute au départ, déjà de 1, il faut essayer de trouver le rythme, c'est pas évident. Et de 2, tu fais du slalom entre les retardataires, tu te batailles avec des gars qui commencent à avoir, plus tu te rapproches du top 10, du top 5, qui commencent à avoir une vitesse qui se rapproche de la tienne, donc ils sont de plus en plus durs à doubler. Et là, revenir troisième, c'est en étant vrai dernier, quoi, et pas juste au tomber de la grille, quoi, là. Donc, non, moi, je trouve que, ouais, c'est vrai que je suis un peu de l'avis de Jet qui disait qui voit bien Webb parce que il est régulier tout le temps et que Sexton il est très rapide mais justement il Donc commet tu vois, beaucoup une d'erreurs. erreur aussi bête que taper la grille avant le départ, c'est le genre d'erreur que Webb il fait pas. Ouais. Et c'est le genre d'erreur qui, heureusement là ça va pas coûter si cher, mais ça peut coûter très cher. Ouais. Et Sexton, ça fait quand même beaucoup de suite là parce que il y a la chute à San Diego, il y a la chute à Tampa, là il y a taper la grille puis rechuter. Donc sur 6 courses, il y en a 3 où c'est lui tout seul en fait qui la fout en l'air, tu vois. Mais ça t'inquiète pas. Mais en fait, ce qui fait que ça m'inquiète pas, Pour le titre, c'est que quoi. je me dis que c'est le meilleur du coup en fait. Enfin, c'est le plus rapide à l'heure actuelle, tu vois, et un peu sur du coup tous les circuits, tu vois. Mhm. Donc je me dis qu'il a juste ça à corriger. Et je pense que dans son état d'esprit, du coup, moi, ça m'inquiéterait quand il était sur la Honda et qu'il perdait systématiquement l'avant quand il était en tête. Là, ça m'inquiétait parce que je me disais, justement, genre là, faut aller voir un psy. Là, Ça se joue entre les deux oreilles, comme ils disent en là, anglais. là c'est mentalement et c'est dur mentalement de pas penser à ce que tu ne dois pas penser pour pouvoir gagner. Donc ça m'inquiète plus que là. Ouais, c'est pas systématique, c'est pas il est premier et il perd. Enfin, c'est arrivé la semaine précédente, hein, mais il est premier et il perd ses moyens. Voilà, je pense que tu vois, ça, une course comme celle-ci, au final, ça le met quand même en confiance. C'est qu'il se dit, je remonte au troisième. Mais imagine juste si j'étais parti avec les deux devant, tu vois. Et puis c'est ce qu'ils se sont dit sur le Pole Prediction justement, c'est que peut-être qu'en fait ça va lui donner plus de confiance et qu'il va se rendre compte que en fait il a pas besoin de se mettre la pression au départ parce que même s'il partait 8, il gagnerait sûrement la finale et que il peut rouler à 90% et battre probablement toutes les personnes qui sont derrière la grille actuellement vu que les deux autres tops sont pas là. Mais ça, c'est dur de rouler à 90%. Ouais, mais ou dans ce cas 95 tu vois genre juste même ou 100% mais pas 110, tu vois. Ouais. Tu peux rouler sans te mettre dans le rouge. Et aussi, tu peux prendre de meilleures décisions où, en fait, si à ce tour-ci, tu fais une petite erreur et tu le sens pas, t'es pas obligé de te dire non, il faut quand même que je fasse le triple, un truc comme ça. Tu vois, tu peux te dire bon, bah, vas-y, je vais rater un enchaînement parce que j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je les rattraperai juste après. Donc peut-être que, en fait, cette course va lui donner confiance et il va du coup faire moins d'erreurs parce qu'il se mettra de moins de pression, peut-être. Ouais, je sais pas si ces erreurs, c'est une question de pression, tu vois. Nous, on n'a pas vu la chute qu'il fait après avoir tapé la grille, mais tu vois, je crois qu'il taper raccroche la quelqu'un. grille, ouais, mais c'est de la précipitation déjà quand il tape la grille. Alors, il dit qu'il a vu Plessinger bouger et que du coup, ça l'a fait partir. Mais il y avait quelqu'un d'autre, je crois, à côté de Plessinger et il n'est pas parti, tu vois, l'autre. Après, après Sexton qui part, ça a fait presque partir Anderson, qui d'ailleurs a touché un peu sa grille. ouais. Mais heureusement, la grille avait commencé justement à tomber. Et du coup, au final, sa roue est passée par-dessus la grille à Anderson. Mais j'ai vu un ralenti où, du coup, Sexton, il fait partir Anderson avec son truc. Ouais. Mais moi, je trouve ça fou parce que je me rappelle d'une course. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'on roule pas au même niveau et que du coup, les départs, ils se jouent pas autant. Mais je me rappelle d'une course où j'étais derrière la grille de départ et je regarde la grille et du coup, je regarde vraiment la grille devant moi. Et elle commence à tomber et du coup, je veux partir et j'étais sur le point de patinage. Et je me dis, non, elle n'est pas encore assez descendue.
attends qu'elle descende un peu plus avant d'y aller, tu vois. Genre, Non, mais moi, je me dis. j'ai vraiment eu cette dilatation temporelle où j'ai eu le temps de me dire ça pendant que la grille tombait avant d'y aller. Et c'était pas genre, elle a bougé, je suis parti, tu vois. Mais moi aussi, moi, j'ai du mal à vraiment lâcher dès que ça bouge. Parce Mhm. que je trouve que nous, en ligue, souvent, les grilles déjà sont hautes. Ouais. Elles sont grandes. Elles sont vachement droites. Donc, effectivement, elles mettent aussi plus de temps, tu vois, à tomber. Elles sont pas ras comme ça, tu vois. Et Est-ce que tu choisis un peu ta grille en fonction de la hauteur parce qu'elles ouais. sont pas toutes à la même hauteur non oui, tout plus. le temps. Donc... Je fais quasiment tout le temps ça. Et par conséquent, eh ben, moi aussi, j'ai toujours peur que si vraiment, dès que je vois le truc bouger, je lâche, que ce soit trop tôt. Et du coup, tu vois, des fois, c'est ce que je me dis, j'aurais bien aimé avoir une grille. Alors, c'est possible, mais enfin non, c'est possible. Ce que justement, c'est que tu peux acheter là, elle est en meilleur état que les grilles que tu as. Donc, Oui, donc ce clairement. serait justement là, tu pourrais t'entraîner à avoir le meilleur temps de réaction sur une belle grille bien propre et tout, qu'au final, la grosse grille à moitié tordue, là, le barreau fait par le soudeur du tonton du coin. Et ben ouais, moi du coup, maintenant, au final, je recule un petit peu. Je me mets plus autant avant. Tonton, il disait il fallait que les coudes soient devant les coudes de l'autre Ah au ouais. départ. Ouais, mais tu sais, c'est l'époque où la moto, j'y connaissais rien, donc tout ce que tonton il disait, bah, j'appliquais. Quand il me disait de mettre Parole d'évangile. quand il me disait de mettre du scotch sur le comment Sur l'axe de Biellette. ouais, ou sur l'axe de roue parce qu'il y a un peu de jeu dans le ou parce qu'il me manque un roulement. Je sais pas ce qu'il me manquait pour qu'il y ait du jeu, mais tu mets un peu de scotch et ça comble le vide. Bah j'ai compris ensuite en grandissant, mais c'est vrai que j'étais un peu naïf peut-être et j'écoutais. Aïe, tonton. Je sais pas s'il écoute, on va lui suggérer parce qu'il va avoir les oreilles qui sifflent à force. Non mais bon. Non, il nous suit même pas, lui, il fait même pas partie des abonnés. Ah, le con. On parle de la famille. Non mais bon bref et du coup maintenant non je préfère revenir un petit peu en arrière plutôt et ouais et lâcher vraiment quand je vois que ça bouge, tu vois. Ouais. Ah, mais du coup, maintenant, dès que ça bouge, t'y vas, quoi. Vu que t'as gardé, tu prends un peu de distance. Dès que tu vois la grille bouger, tu pars. Ouais, bah ouais, encore je pense que je pourrais faire mieux. Mais après Maintenant que t'as trouvé la bonne couronne, ça va aller, quoi. je crois. C'est combien de temps la bonne couronne? Je dis pas ça. Ah, ok. Il y a des choses qu'on peut pas dire, hein. Mon team il me permet pas de. Ah, puis t'imagines, tu le dis, puis tu prends des départs pourris. Exact. Bah déjà là j'ai avancé un peu trop de choses. Alors là, on va recevoir des commentaires. J'ai dit que j'ai trouvé le truc. Si regarde, bon, ça va que je suis pas suivi par des milliers de personnes. Ils seront pas là à me lyncher en me disant ah, alors le départ machin. Et ils sauront peut-être même pas combien je suis sorti à la 15 première. 000 quand même sur TikTok. Hein. Ah ouais. C'est vrai. Bon, donc du coup Sexton, t'es pas inquiet? Moi j'avoue que Sexton, je me dis qu'il va quand même falloir qu'il fasse attention à Webb parce que pour l'instant 50% des courses, c'est lui qui les a ratés. Enfin, c'était son erreur, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est comme un Jet l'année dernière. T'étais inquiet pour Jet? Non. Moi, j'ai été inquiet quand même un petit à un moment. Mais j'étais pas inquiet parce que de toute façon, je voulais pas forcément voir Jet gagner. Mais je me suis dit, il y a eu genre à peu près à ce stade du championnat, là, avant qu'on arrive vers 8-9 courses, quand il s'est mis à mettre un petit écart au niveau des points. Et il y a quand même eu un petit moment où je me suis dit, peut-être qu'en fait, il va pas le gagner, le titre. Voilà, tu vois, tu as pu douter un petit peu, mais bon, sinon, en fait, ouais, t'es pas spécialement inquiet parce que il était tellement au-dessus au niveau de la vitesse et que justement, c'est lui, chaque fois qu'il perdait, c'est lui qui perdait, c'est pas les autres qui gagnaient, c'est lui qui perdait. Donc à ce moment-là, bah, t'es pas tant inquiet que ça. Tu te dis bon, bah, j'ai juste arrêté de sauter sur une botte de paille, arrêté de raccrocher la roue de frise quand il est retardataire, voilà, des choses comme ça, et c'est réglé en fait. Et donc c'est des choses qui te semblent pas insurmontables. Que par contre, pour Webb, par exemple, gagner une seconde au tour, alors c'est pas que ça me paraît insurmontable, mais c'est plus difficile. Ouais, je le vois pas à l'heure actuelle gagner une seconde, je le vois pas arriver à la vitesse de Sexton, tu vois. Non. Toute l'année, ni jusqu'au reste de sa carrière, quoi. Bon, et Malcolm qui finit 5ème après sa victoire à Tampa la semaine dernière. J'attends un peu mieux. Hein. Ah ouais, t'es déçu quand même. Un petit peu. Ça reste solide quand même. Ouais, bah oui. Après le début de saison qu'il a eu, c'était plus compliqué. Les Whoops c'était beaucoup moins décisif. Ah bah là, il s'est fait déposer par une catache là. Enfin bon, il a c'est vrai que ouais, il s'est fait déposer par Sexton. Sexton est passé. Et je pense que moi j'ai arrêté Sexton. J'étais là, Stewart back in the Whoops. Call me Sex Stewart. Stewart. Sexy Stewart même. Ouais. Non, ça va. De toute façon, on s'attendait pas à ce que Malcolm se transforme en prétendant au titre et soit sur tous les podiums après sa course de Tampa. Non, mais ouais, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait à ce qu'il soit quand même si pas loin du podium peut-être. Mais bon, après. Il s'est bien battu en hit du coup. Tu vois, quand en hit, il roulait avec la confiance qu'il a gagné, qu'il a obtenue de sa victoire.
Ouais, c'est vrai que je me souviens pas. Après, il est un peu parti à cette place-là en plus. Il est pas parti très loin cette fois, Malcolm. Oui, non, Il est parti à peu ouais. près comme ça et Mm. il est resté à peu près là, quoi. Il a peut-être doublé une ou deux personnes, Mm. puis il s'est fait ensuite doubler par Sexton, je sais plus, mais ouais, ça reste solide, je trouve. Bon, pour finir, on va parler quand même de notre petit Dylan Ferrandis, parce qu'on l'a beaucoup vu pour une fois à l'écran. Il a fait une belle hit. Mm. En fait, c'est la hit qu'on aurait dû avoir à Anaheim 1 et où malheureusement il atterrit sur la botte de paille et il tombe. Mais Ouais, c'est vrai qu'on le voyait pas mal à l'écran aussi, Anaheim. c'est la hit qu'il aurait dû faire, quoi. Mm. Et là, il l'a enfin faite. Alors, il s'est fait doubler par Justin Cooper. Ouais, il a fini par se faire doubler par. Bah, avant ça, c'est Anderson en fait qui profite un peu et qui double les deux. Ouais. Et après, il finit par se faire doubler quand même par Cooper. Et pareil en finale, je crois. Ouais. Après, que Anderson double Ferrandis en 2025 à la 6e épreuve, ça me froisse pas du tout. Cooper, enfin, tu vois, si tu me dis Cooper il part devant, il finit devant, ok, mais Cooper il part derrière, il double Dylan. Moi, mon ego de fan est piqué. Mais moi, je trouve que Cooper, il roule bien en vrai. Depuis qu'il est en 450, au final, je m'attendais pas du tout, moi, à le voir à ce niveau-là. Tu vois, je m'attendais à ce que 450, lui, c'est pareil, ça fasse un peu un Nichols. Est-ce qu'il roule bien ou est-ce qu'il part bien et il arrive à s'accrocher à peu près? Parce que bon, il passe son temps à sauter les whoops et en dehors des whoops, c'est pas mal, voilà. mais c'est pas flamboyant non plus, quoi. Tu lui mets une bonne capacité à dribbler les whoops. Bah, je pense J'allais dire une bonne moto à vous. Je pense qu'il est bon. Non. Bon skills, j'avais skills dans la tête. Non, mais ouais, juste tu corriges les whoops déjà, il est et je pense qu'il est bon, il est bien bon. Et Ouais. non, je trouve que moi je m'attendais pas du tout déjà aussi à une. Alors c'est peut-être pour ça aussi que ça me fait dire ça de lui, tu vois, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il ait une carrière un peu similaire à la Nichols. Quand tu rates une année parce que tu es censé passer en 450 et que tu vas faire du coup le 250, enfin tu rates le Supercross en 250 pour faire l'outdoor 250, tu vois. Je me dis c'est un peu le début de la fin quand tu commences à rater une partie du championnat, tu vois, comme ça. Ouais, c'est vrai. En plus pour une question de t'as plus le droit de faire le 250, etc. Tu vois. Ouais, je m'attendais un peu à ce que ce soit le début de la fin et qu'il finisse un peu une carrière à la Nichols, Wilson, tout ça. Et au final, je trouve qu'il a plutôt bien rebondi, justement, dès le début en 450 à être là. Effectivement, il partait bien et puis il était un peu en dessous, mais pas non plus largué. Et donc là, ouais, ça me choque pas trop. Moi-même, ça m'embête, tu vois, parce que je sais qu'en plus, en 250, justement, Dylan, il l'a battu. Cooper, tu vois, il était meilleur que lui. Donc ça m'embête de voir ça maintenant. Mais en vrai, en l'état actuel des choses et de manière très objective, ça me choque pas. Et je trouve ça presque logique. Après, moi, je trouve que Dylan, il roule trop accroché au guidon un peu, tu vois. Je trouve qu'il maîtrise pas trop ce qu'il fait et que là, quand il est devant, du coup, je dirais pas que c'est précipité ce qu'il fait, mais Moi, c'est la sensation que j'avais déjà en 250 en Supercross avec Dylan. mais moi j'avais toujours l'impression qu'il était à la limite. Ouais, mais non, mais il était très mobile. Il était un peu en catastrophe. Oui, mais il était très mobile et je trouve que ça change tout. Là, je le vois beaucoup moins mobile et je le vois rater ses ornières, raccrocher les crêtes, s'asseoir trop sur l'arrière de la selle. Ah ouais, fort. Et ouais, voilà, pas amortir non plus, donc tu le vois pas trop à l'aise et pas mobile. Du coup, en général, là, j'ai en tête un moment où en 250 ça faisait double et un gros triple. Le double, il te le scrub et il raccroche même un peu la crête. Et du coup, ça le fait partir un peu comme ça avant de sauter le triple. C'était grave chaud. Voilà, en 250, tu voyais qu'il mettait de l'intensité, il mettait du rythme. Il était parfois à la limite. Ça faisait pas un pilotage, encore une fois, c'était pas jet, tu vois, sur la moto. Mais il y avait de la vitesse, de la mobilité, surtout là sur la moto. Tu le voyais justement bouger comme ça, tac, tac. Pareil, dans les boom, ça pouvait bouger un peu, et tu le voyais attaquer. Que là, en 250, je le vois un peu dépassé par les événements, tu vois. Les choses, comme si les choses elles arrivaient un peu vite pour lui et qu'il maîtrisait pas tout. Et voilà, je te dis, j'ai des images de lui là qui rate un peu ses ornières dans les virages, qui raccroche les crêtes, tout ça. Et ouais, après, bon, il était encore un peu diminué. Voilà. Il avait encore sa douleur à l'épaule. Après, ça, ce qui me frustre aussi, c'est que c'est ça un petit peu tout le temps en ce moment. Je trouve avec Dylan, c'est qu'il a toujours un truc qui va pas. Il s'est fait mal, la moto, on n'a pas le bon moteur. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc. Et c'est pour ça que je vais peut-être te laisser amener le sujet, j'en sais rien, mais bon.
C'est pour ça que tu veux le voir sur la HRC. Voilà. On en parlait la semaine dernière. Qui sur la HRC, si Hunter il peut Alors pas déjà, revenir. est-ce qu'il remplace? Parce qu'avant qu'il en parle, C'est on vrai. était là. Bon, tu crois qu'ils mettent un pilote sur la Honda ou pas? Mais moi, je t'avouerais que l'idée m'a traversé l'esprit et au moment où j'ai vu Hunter Lawrence faire comme ça aux médecins ou aux secouristes sur le bord de la piste à Tampa il y a une semaine et demie maintenant, hein, tout de suite je me suis dit, oh mais s'il est out, moi je veux Dylan sur la HRC. Ouais, et donc forcément, ouais, j'y pensais. Et puis même lui, tu vois, il en parle tellement. Après, voilà, c'est pareil, au début de saison de l'année dernière, avant de passer sur Honda, il parlait tellement de la Honda. Et quand il a mis les premiers tours sur la Honda, il était, ah, la Honda est magnifique, la Honda ceci, la Honda cela. Et puis après, quand il s'agit d'aller faire la course, ouais, ben, en fait, elle est pas si bien que ça. donc là, c'est pareil, il t'en parle pareil. La HRC, c'est la moto rêvée pour tout le monde, etc. Mais ce qui m'a donné, ce que j'apprécie quand même, c'est que tu vois de la motivation, tu vois que tu voyais moins quand même dans ces interviews et tout. Tu voyais plus avec un discours, ouais, bah bon, voilà, au final, un top 10 avec le plateau, bah, c'est pas trop mal, sachant que j'ai pas roulé, sachant que, tu vois, enfin, il y avait toujours pas mal d'excuses et tout. Et que là, tu le vois avec un peu un regain d'énergie, genre, ah ouais, s'il faut la HRC, je suis là direct. Enfin, je sais pas, tu vois, là, c'est peut-être moi qui m'ambiance et qui redirige mes pensées. Mais il a publié sur Instagram, là, il dit 8 overall, pas trop mal, mais on manque encore d'intensité parce que à cause du manque d'entraînement, tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il veut se montrer, qu'il veut montrer de la motivation là d'un seul coup pour que ça le signe, tu vois. Après, je te dis, peut-être que je spécule complet et que lui, en vrai, il se dit, non, je fais pas mon poste pour que le HRC voit que je suis motivé et que je veux rouler, tu vois. Je pense que son agent s'occupe de ça et il doit discuter avec son agent et son agent, il doit savoir que parce que c'est ce qu'il a dit, je sais pas si tu l'as vu l'interview sur le Big, c'est son agent qui est en conversation avec le team justement, et donc lui il doit savoir, son agent, que oui, il veut absolument, donc il faut juste que voilà, le team soit d'accord et les sponsors avec, et ça part, hein. Voilà. Oui, donc a priori HRC discute avec l'agent de Dylan. Dylan, lui, personnellement, il est chaud, mais c'est vrai que bon, il est déjà signé dans un team, il y a déjà des sponsors, des partenaires qui sont pas forcément les mêmes que HRC. Et même le team manager de HRC a fait une vidéo sur Instagram où il a dit qu'ils étaient en contact avec différents pilotes et qu'ils avaient différentes idées et qu'ils n'étaient pas obligés de remplacer Hunter et Jet et de mettre une moto sur le terrain en 450, mais que s'il y avait qu'il y avait des pilotes qui les intéressaient quand même pour le faire et que si c'était possible avec un de ces pilotes, qu'ils le feraient. Donc après, voilà, ça va être des questions un peu administratives, de contrat, et il va falloir que tout le monde, tous les partis impliqués soient d'accord, quoi. Mais nous, petits Français, on croise les doigts pour Dylan, quoi. Grave, t'imagines là le scénario, hop, il va dessus, il monte en puissance, il finit avec des bonnes positions sur la HRC l'année suivante. Ça peut être aussi pour les premiers outdoors, parce que donc, comme on disait, je pense pas que Jet il sera là pour la première en outdoor, donc. Puis peut-être que ça peut aussi encourager une troisième HRC. Ouais, ou ça peut peut-être encourager après HRC à donner plus de support à Phoenix si Dylan sur leur moto il a de meilleurs résultats. Et tu vois, après peut-être qu'il peut retourner sur une Phoenix Honda, mais avec une moto qui est plus proche de la Honda HRC que ce qu'il avait jusqu'à présent. Ouais. C'est aussi quelque chose qui peut arriver. Bon, quoi qu'il en soit, ça devrait probablement pas être pour ce week-end à Arlington, ça paraît court. Moi, comme je te disais avant qu'on commence à tourner, il y a une pause entre Indianapolis, qui est donc l'épreuve après Daytona, et Birmingham. Il y a un week-end de pause, et donc après cette pause, en incluant Birmingham, il y aura 8 courses encore. Donc déjà, s'ils pouvaient faire les 8 dernières sur la Honda HRC, en ayant eu du coup 2 semaines pour tester et se mettre à l'aise, et en plus, ça lui aura laissé 3 courses où on espère qu'il va pas se faire mal et qu'il va avoir son épaule qui se remet bien. Ouais, c'est ça aussi. Ça lui serait déjà 8 courses après la pause pour essayer de se montrer sur la HRC. C'est plus qu'assez de temps pour essayer de faire des petits coups d'éclat et montrer qu'on est capable de quelque chose, quoi, je trouve. Ouais, et moi, ce que je me suis dit aussi après, j'espère que si jamais c'était amené à se faire, tu vois, qu'il se fasse pas mal justement avec la HRC à vouloir un peu peut-être trop en faire, ou tu vois, à se dire, bon, bah, j'ai que 8 courses, ou j'en ai que 3, ou j'en ai que 4, enfin, tu vois, je sais pas combien, et que du coup, il se précipite un peu sur les choses et à vouloir peut-être justement montrer, prouver un peu, et peut-être après d'autres opportunités. S'il veut que ça porte ses fruits et que ça aille plus loin, il va falloir montrer du coup d'éclat. Donc, est-ce que ça veut dire prendre des risques, ou est-ce que de toute façon il va être tellement à l'aise que ce sera même pas une prise de risque? Il verra bien, mais je lui souhaite évidemment pas de se faire mal, mais il vaut mieux avoir quelques coups d'éclat plutôt que de faire entre 8 et 7 sur les 8 dernières épreuves, je pense. Ouais. Même si c'est aller gagner une heat ou faire un podium, ou une pole position, on va savoir. Tu vois, c'est ce que je me disais aussi, hein. Tu te souviens quand il est monté en 450 avec l'IAM? En Supercross? Ouais.
il faisait des bons chronos. Hein. Je me souviens Il était pas. dans les 5, il a fait des pôles, hein, il me semble. À l'issue ouais des 2 essais, je sais pas, mais il roulait devant sur les essais. Et c'était toujours compliqué après en course. Les départs un peu, et puis je sais pas, ouais, peut-être quand même un manque de vitesse au final en course, mais je me souviens, ses chronos, il était toujours dans les premiers à sa première année. Hein. Ouais. C'était plein d'espoir et tout. Et... Écoute, j'espère, hein, le HRC là. Bon, sinon, on lui dit qu'il est temps de rappeler DV. Putain, t'imagines, il retourne à HRC, il rappelle DV, Dylan champion 2026. Ah ouais, tu penses sur la Honda HRC avec DV, tu penses que Dylan il est champion 2026? Il Ouais. budget. Il budget Eli et Chase. Ouais. Tous réunis. Il rappelle même Stewart. Il rappelle. Rappelle même Stewart pour venir rouler. Carmichael aussi. Il bat tout le monde, quoi. Ok. Ouais, comprends ce que je suis en train de McGrath. dire. Ouais, McGrath aussi. On en a pas parlé la dernière fois, mais j'ai regardé la vidéo Dirt Shark de Eli Tomac. Donc d'ailleurs, on en a pas parlé parce que la semaine dernière, on n'était pas au courant. Mais Tomac, fracture du fibula en français. Anciennement péroné. Voilà. Donc normalement, il est passé sur le billard vendredi. Il a dit qu'on aurait des nouvelles le week-end, on n'en a toujours pas, je suis pas content. Mais donc on va savoir combien de temps il va falloir pour se remettre. Ça va être minimum 5 semaines, du coup, j'imagine, avec une fracture comme ça. Ouais, je pense qu'on lui met une petite plaque là. Tu penses qu'on met une plaque, pas une vis? On met pas une vis dedans là? Oh non. C'est pas nécessaire. Bah, il est pas assez gros, quoi, la fibula. Ah, ok. Ouais. Cet os là, il est pas assez gros. Hein. Je pense que c'est une petite plaque sur le côté là qu'on va lui mettre, un peu Pour comme la clavette. maintenir. Ouais. Hop. La même, on réutilise la même. Je sais pas si on a déjà eu une. On lui prend de là-haut pour le mettre en bas. Je sais pas s'il a. Je pense que tout pilote Il s'est professionnel. déjà fait mal aux Ah ouais épaules, mais je crois pas qu'il se soit fait. Alors, de sa carrière professionnelle, il me semble pas qu'il se soit fait. Quoique, quand il s'est fait mal à la première épreuve de Supercross 450 sur la Geico, peut-être que c'était une clavicule, je sais pas. Mais pour parler des blessés aussi, je sais pas si t'as vu Trasher au final. Qui roulait avec un toit cassé? Ah ouais, mais sauf... Et qui lui met les deux protège-mains? Ouais, non, mais sauf que là, je crois qu'il l'a cassé encore plus. Hein. Parce qu'il disait justement que son doigt, en fait, il était bloqué, en fait, jusqu'à au drapeau rouge. Ouais. Il a fini avec le doigt bloqué sur son guidon, en fait. Il était comme ça, son doigt, du coup, dessus. Il n'arrivait pas à le retendre. Ouais. Et que, du coup, c'était un supplice pour lui de repartir et de faire les derniers tours. Et il est fracturé. Ouais. Il les a fait et il a sauvé quelques places quand même. Je sais pas s'il en a perdu beaucoup, mais il a peut-être fait aux alentours de la 7-8e place, non? T'as pas les résultats de... Non, j'ai pas les résultats de Trasher. Je sais juste qu'il est 5e au général, 16 points derrière Anstey. Mais ouais, je me demande s'il a pas fait plus proche de la 5e place que ça. Mais bon, bref. J'ai vu à la radio, pareil, une vraie fracture sur le doigt, hein, à cet endroit-là. Quoi. Ah, c'est pas un trait de fracture. Ah ouais. Mais qui fait un V, quoi, le truc. Donc non, et puis il a mis une photo sur Insta justement où il est comme ça. Et ou tu penses qu'il roule dans 2 semaines, lui, ou du coup il va dire... Ouais, si, c'est ce qu'il a dit, que là, du coup, il allait... ouais, c'est dans 2 semaines qu'ils reprennent. Donc il a dit que c'était bon dans 2 semaines. Ouais. Qu'ils allaient justement mettre sûrement peut-être une petite plaque aussi à cet endroit-là, tu vois. Ouais, vraiment un maillon de chaîne. Tac, juste là, et qui pourrait rouler comme ça. Ok. Mais ouais, t'es pas bête sa fracture lui aussi. Et donc sinon je disais Thomas qui va y avoir probablement pour 5 semaines. Je sais plus pourquoi je partais sur ce terrain-là. Ouais, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais c'est pas très grave. Semaine prochaine, Arlington, Triple Crown, côte ouest. Stade fermé. On est chaud. Ouais, toujours. C'est bien Triple Crown. Ouais, c'est pas mal. On aime bien. Là, les 3 Triple Crown, on les a entre le round 4 et 10. Parce que, donc Arlington, Triple Crown. Ensuite, il va y avoir Daytona, Indianapolis, week-end de pause et Birmingham à nouveau Triple Crown. Et là, stade ouvert par contre. Attention. Triple Crown en stade ouvert. Et c'est quoi qu'on a un shootout là? Indianapolis, justement. Donc, en Triple Crown? Non. Ah. C'est la course avant qui est 2 semaines avant Birmingham, le showdown. Donc là, on a un Triple Crown côte ouest, puis on a Daytona côte est, puis showdown. Vial, il en gagne une ou pas? Finale cette année? Oh, quand même. Vial, il gagne le titre ou pas? Le titre, après deux épreuves, moi, je dis non. Là, je suis désolé. Donc j'aimerais. Attendez, hein, j'aimerais. Pour moi, c'est Anstey ou Kitchen. Vial, il est 12 points derrière après 2 épreuves. Et en fait, surtout que j'ai rien vu qui dit que. Enfin, tu vois, il aurait dû finir sur le podium là, ce week-end à Detroit. Et il l'a pas fait. Et du coup, non, je vois pas. Gagner une finale, peut-être, oui. Une finale de Triple Crown, encore plus possible.
Mais là, ouais, t'as raison. Il y a le blocage dans les whoops qui est probablement dû à sa chute. Même si, bon, on n'en sait rien, on spécule. Mais en tout cas, il va falloir qu'il retrouve son niveau Supercross de Paris dans les whoops. Et avec cette confiance-là, qu'il retrouve ses bons départs aussi. Parce qu'il est pas mal parti, mais bon, il est capable d'aller claquer des all shots, on va dire 50% du temps quand même. Et là, pour l'instant, ça fait 2 départs où il part, je sais pas, dans le top 5 ou quelque chose comme ça. Et enfin, je suis d'accord avec ce qu'il dit d'aimer. Hein. Tu pars dans le top 5, c'est pas un mauvais départ. Et tu peux, si t'es bon, tu peux aller chercher les gars devant. C'est ce qu'il disait encore, hein, Vial aussi, Mais- qui doit retravailler ses départs. Mais ouais, il n'y a pas que ça, quoi. Disons que s'il part devant, ça l'aide en fait. Vu qu'il n'y a pas il a pas un avantage en vitesse, s'il part devant, ça l'aide. Quand t'es moins rapide, c'est plus facile de partir devant et de retenir les mecs plus rapides que d'aller les rattraper. C'est sûr. Donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 27e épisode du Brap Show. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine après Arlington pour voir un petit peu les événements de ce Triple Crown. Bah ouais. Allez, à plus!